ça n'a pas été rose. C'est vraiment la grande noirceur là, pour nous. As-tu pensé à puncher out, à faire fuck off, je ferme les... Avez-vous pensé à mettre les clés dans la porte? Ou même On n'y a pas pensé à voix haute. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Francis Desrochers, cofondateur chez Hello Darwin, une plateforme de facilitation pour la transformation numérique, pour l'obtention de subventions, mais aussi la sélection de fournisseurs. Francis, il y a une histoire qui est vraiment remplie de compagnie et de leçons avant de trouver le bon modèle. Il y a aussi beaucoup de pivots stratégiques. On wax philosophique un peu vers la fin aussi sur le rôle des subventions dans notre écosystème Keb. C'est une tonne de fun, celui-là, puis c'est le premier show qui feature mes nouveaux skateboards en déco. Donc, alright, on passe au show. Let's go! Francis Desrochers, bienvenue sur Ça se passe. Merci François, content d'être ici. Je suis content que tu sois là, mon gars, comment ça va? Ça va bien. Grosse journée, bien occupée, mais je suis très, très content qu'on va s'arrêter pour jaser de cette histoire-là avec toi. C'est réciproque. Comment on s'est connus? C'en est une bonne, celle-là, pour différentes raisons. Je te laisse y aller. Ouais, ben, je sais pas, je suis quand même un grand fanatique de podcasts en général. Ouais. Puis, comme de fait, t'es tombé dans mes multiples feeds, puis tout ça. Puis de plus en plus, on entendait parler de toi, puis ça se passe. Puis, j'étais stalké là en bon français. Puis j'étais comme, OK, man, ça a l'air cool. Je trouvais l'approche que t'avais dans tes podcasts, la manière dont tu parlais aux invités qui était comme vraiment authentique, puis nice. Puis ça m'a comme... Je sais pas, ça m'a attiré. Puis je fais rarement ça. Mais bref, pour répondre à la question, comment je t'ai contacté, je t'ai littéralement cold email. Fait que ton courriel est trouvable assez facilement. D'ailleurs, pas pour te faire harceler, mais j'inviterais des entrepreneurs à t'écrire si jamais ils souhaitent participer. Parce que je trouvais que j'avais peut-être un angle qui pourrait être intéressant, puis qui pourrait justement intéresser ton audience, puis toi. Fait que voilà, je t'ai tout simplement écrit. Puis tu m'as répondu assez rapidement, fait que merci pour ça. Mais le détail important, c'est que la manière que tu m'as écrit, c'était 10 sur 10, puis c'était du outreach de qualité. Tu peux faire du cold outreach de merde, qui résonne pas, qui fait juste perdre le temps de tout le monde. 100%. Toi, t'as pris le temps de m'expliquer pourquoi t'aimais ça, ce que je faisais que ça se passe. T'as dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ton histoire, puis tes points de vue, que tu pourrais amener dans une discussion sur ça se passe, puis t'as fait un clear ask de « Fait que man, si t'es down, je viendrai bien sur ton podcast. Mm-hmm. Puis c'était tout ça, by the way, c'était un paragraphe gros de même. Fait que genre, moi, j'ai lu ça en 30 secondes. Tu sais, j'ai un inbox qui déborde comme tout le monde. Ouais. J'ai fait « Oh, Chris! » Puis c'est sûr que, puis t'as mis de la preuve sociale, entre guillemets aussi. T'as dit « Je suis déjà allé sur tel pod. » Puis là, quelqu'un m'avait déjà parlé de ce pod-là, fait que je l'avais déjà écouté. Fait que tu sais, ça a comme fait ding, 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 coché toutes les cases. J'ai fait, let's go, on le fait. T'sais. Ouais, je pense que, tu sais, avant d'écrire à quelqu'un, ultimement, il faut que ça soit un. Tu sais, what's in it for them, là, de lire, de ouvrir ton email, le sujet, tu sais. Ça, c'est vraiment de quoi que. Tu sais, comme je te dis, je fais pas ça souvent, mais quand je le fais, ben souvent, je vais essayer de conceptualiser un courriel qui a du sens, qui répond à ces trucs-là. Fait que c'est tout le temps gratifiant quand la personne te répond aussi, là. Ouais. Ça arrive, tu sais, que j'écris des choses comme ça que je me fais pas répondre de moins en moins, je t'avoue, mais tu sais, c'est ça. Moi aussi, de moins en moins, mais au début, je me rappelle, j'écrivais à du monde, genre, plus high profile que je voulais qu'ils viennent sur le pod, puis me disaient, c'est quoi ça se passe? Puis là, j'étais, c'est vraiment nice, c'est ça. Je réponds jamais. Mais fun fact, ça commence à revenir des fois de ce que j'imagine. Je suis stoked. Cool, man. Fais-moi donc un peu un highlight de ton parcours. Genre, c'est quoi ton rôle aujourd'hui chez Hello Darwin? Qu'est-ce qui t'a amené là? Allons-y. Ouais. Ben, aujourd'hui, je suis président, cofondateur chez Hello Darwin. Tu sais, je viens d'une famille où est-ce que j'ai des parents qui sont pas entrepreneurs et qui travaillent dans le secteur financier. Ils ont des jobs, là. Je pense qu'ils ont des grosses jobs, entre guillemets, mais vraiment pas la fibre entrepreneuriale. J'ai tout le temps fait du sport d'équipe. Je pense que c'est là que j'ai comme réalisé que j'aimais gagner en équipe, perdre en équipe aussi, mais je préférais gagner en équipe, évidemment. Puis c'est de là qu'est venue un peu l'idée de dire, OK, j'aimerais ça avoir mon affaire plus tard. Puis depuis que j'ai 17 ans, j'ai
des business, dans le fond. Fait que j'ai eu plein d'affaires. J'ai eu des machines distributrices. J'ai eu des compagnies de lavage de vitres. J'ai fait de la peinture, des systèmes d'alarme, un kit pour des téléphones. J'ai eu genre n'importe quelle niaiserie ou à peu près, là, tu sais. Fait que j'en ai fait quand même pas mal, mais... Quelle qui a été la plus tough? La plus tough, c'est définitivement... ben là, j'y vais plus avec... Machine distributrice, tu sais, je me suis fait voler à la fin, fait que c'était comme gossant, là, tu sais. C'était plus comme un choc quasiment que tough, là. C'est pas comme une sacoche dans la rue. Hey, ouais, machine, t'as tout à fait raison. Ben, c'est comme... C'est un... Pull-up avec un truck, genre. Ouais, exact. Exactement. Exact. Un 18 roues, puis merci, bonsoir, je les ai jamais revus, puis ouais. Parce que t'avais une routine de collecte, genre du cash qu'il y avait dedans, c'est ça, genre? Exact. Okay. Mais à la fin, j'étais comme rendu dans la game de quasiment acheter des machines, les refurbish, puis les revendre, quasiment. Oh, wow. Parce que j'étais comme, c'est plus rapide, plus payant, etc. Ce qui est pas forcément la meilleure approche, là, avec du recul. Puis, fait que là, j'avais comme beaucoup de machines dans des storage, des affaires, puis c'est sûr, dans les storage que je me suis fait prendre. Holy shit. Mais c'est aussi un écosystème rempli de monde, qui veulent de l'argent au noir, puis tout, là. Fait que, il y a toutes sortes de joueurs. Ouais, c'est ça. Gotcha. Mais... T'es-tu allé à l'école à travers tout ça? Ouais. Ah ouais? Ouais. Je suis définitivement pas un académique, par contre, là. Je suis allé à l'école, mais j'ai fini mon cégep. J'ai fait des choses à l'université, mais qui n'ont jamais vraiment porté fruit. Gotcha. Puis là, quand est-ce que... je m'en retiens pas creuser ces histoires de machines distributrices. Non, mais c'est parce que j'en ai entendu parler. Je pense que tu l'écoutes My First Million, tu sais, c'est un super cool podcast. Puis si tu passes à travers le cringe du titre, là, les gars sont vraiment le fun, puis ils care pour vrai à propos des bonnes histoires, de la bonne business. Puis il y a eu un bout où est-ce que, tu sais, les sweaty startups, là, tu sais, de la job genre manuel ou bien simple, pas sexy, qui est pas genre des SaaS ou du AI. C'était comme populaire beaucoup. Je sais pas à quel point c'est là encore. Mais maintenant, il avait parlé justement d'un genre de méga cash grab de dropper des machines distributrices dans des géographies où est-ce que c'est le monopole de la bouffe puis des drinks, là, c'est genre la machine. T'sais, dans les locals. 100%. Ben, tu sais, comme moi, ils étaient tous dans des places, genre des gros entrepôts, des usines pas loin de l'aéroport. Genre, il y a rien pantoute là autour. Puis c'était des machines. Hey, c'est drôle, tu me replonges là-dedans. C'était des machines Genesis, ça s'appelait. Il y avait des sandwichs, il y avait du froid, il y avait... Attends, c'est quoi? Non, c'est comme c'est les nice machines que j'ai genre... Des fois, j'en vois, puis je suis comme, une Genesis 220. Mais comme... Puis pour vrai, tu sais, le monde, ils attendaient mes sacs de chips là, quand j'arrivais là, puis c'était comme... Wow. Ouais, effectivement, il y a du monde qui s'alimente en grande partie de ça, là. Ouais. Puis quand est-ce que je m'attendais pas à parler de ça, j'aime vraiment ça. Quand est-ce que le numérique, disons, le web arrive dans le décor, genre? Ouais, bonne question. Ben, je dirais, Mané, tu sais, avec mes amis, puis ça a été beaucoup la genèse d'Hello Darwin. Je sais qu'on va probablement en reparler, fait que je n'irai pas trop profond là-dedans, mais j'ai créé mon premier site peut-être à comme 20 ans, quand on avait un produit qu'on voulait vendre en e-commerce. Là, t'as quel âge, Francis? J'ai 31. 31, ok. Ouais. Fait que c'était pas forcément très tôt, genre le web comme tel. Définitivement pas le marketing web. Tu sais, quand j'avais de 17 à 20 à peu près, j'ai eu des business de lavage de vitres puis de peinture étudiante, genre de franchise. Là. Ouais. Puis là, on utilisait des ERP puis des choses. Fait que tu sais, comprendre, mettons, juste te faire une genre de BD maison sur Excel, gérer tes comptes, tes affaires, ça fait quand même un bon bout. Mais mettons, tout ce qui est... front-end, marketing web, ça a été quand même plus tard. Okay. Puis après ça, je travaillais dans une agence web avec mon partenaire Mathieu. C'est-tu là que tu l'as rencontré? On se connaissait depuis les franchises de peinture. On se connaît depuis que ça doit faire 15 ans qu'on se connaît, moi et Mathieu. Puis vous vous êtes connus via les franchises ou vous étiez amis avant? On s'est connus via les franchises. Fait que la base de la relation a été professionnelle puis elle a évolué en amitié? Ouais. Ça, c'est quand même un pattern souvent payant de ce que... Ouais, au lieu de l'inverse. Ouais. J'ai vécu différentes choses. Ouais. Whatever. J'ai des bons puis des mauvais exemples des deux côtés, mais définitivement, je pense que c'est... La relation, elle part sur peut-être des meilleures bases aussi. Ouais, genre que tout le monde s'est prouvé, il y a eu des responsabilités claires, il y a eu de l'input clair. Puis tu te rappelles-tu, à 20 ans, le premier site que tu construis, c'est sur quoi? Bonne question. C'est WordPress. OK. C'est genre Divi qui existe encore, là, qui est genre un framework un peu... C'est comme un genre de team builder ou... je me rappelle plus c'est quoi Divi. C'est visuel, là. C'est genre, c'est un team builder, dans le fond. OK. Ouais.
Puis, tu veux y aller sur un type d'écran, là, sinon, bonne chance, là, tout va casser. Là. C'était pas mal ça. OK. Ouais. WordPress. Puis, fait que là, j'imagine qu'à travers ces expériences de business-là, tout ça, tu touches un peu plus au web, un peu plus au marketing. On va aller dans la genèse d'Hello Darwin, mais avant de le faire, expliquons c'est quoi. Ouais. Hello Darwin. Ouais. Fait que Hello Darwin, essentiellement, on est une entreprise, une plateforme qui aide d'autres entreprises à planifier, à sous-traiter puis à subventionner leurs projets de croissance. OK. Fait que vraiment, tu sais, 3 mots-clés. Planifier, sous-traiter, subventionner. En ce moment, c'est les 3 sphères principales dans lesquelles on travaille. Fait que planifier, bien, on vient faire des accompagnements en planification, en transformation numérique. Parce que là, on va vraiment t'aider à déterminer par rapport à ta business, ben voici quel type de logiciel, de ERP ou de stratégie numérique que tu devrais utiliser. OK. Après ça, sous-traiter, c'est vraiment tout ce qui est la plateforme, le marketplace qu'on a, qui est vraiment depuis nos départs, qui est vraiment, on va t'aider à acheter intelligemment, à sous-traiter intelligemment. Fait qu'on a un peu plus de 6000 fournisseurs partout au Canada. Tu vas pouvoir les comparer, recevoir leurs soumissions, discuter avec eux, etc. Puis, ben, le troisième, c'est le petit nouveau, si tu veux, qui est là depuis 1 an et demi ou à peu près, qui est vraiment subventionné, où est-ce que là, on vient faire une veille de subvention, on vient t'aider à monter des dossiers, à appliquer puis à remporter des montants non dilutifs, là, fait que des crédits d'impôt puis des subventions. Fait que ça, c'est l'état de la plateforme qui avec ces 3 gros volets, c'est assez riche, mettons, là, tout l'offering, si tu le bundles ensemble comme ça. Puis t'as-tu une couple de chiffres à me lancer pour que j'ai un portrait numérique? Ouais, ben tu sais, dans la plateforme, le marketplace, on a un peu plus de 20 000 entreprises qui l'ont utilisé au Canada pour trouver des fournisseurs de services. Ouais. Puis des fournisseurs, comme je disais, on en a à peu près 6 000, principalement en Québec, Ontario, puis BC. Tout au Canada? Ouais, tout au Canada. Après ça, au niveau des subventions, ben, on a un peu plus de 250 entreprises qui travaillent avec nous sur une base mensuelle pour leur trouver des subs, pour appliquer sur des mandats, etc. Fait que c'est comme plus bas dans le funnel, I guess. C'est comme plus high touch pour vous autres, vraiment. D'accompagner. Vraiment. Après, des entreprises qui utilisent nos outils, notre plateforme de subvention, ça, on en a des milliers là, par mois, là, mettons, qui vont l'utiliser. Mais des clients avec lesquels nous, on veut faire du consulting de subvention, entre guillemets, beaucoup moins parce qu'essentiellement, c'est des entreprises de beaucoup de plus grande envergure. Là. Tu bouges up market pour toi. Ouais, exactement. Ouais. Puis comme tel, en termes de taille d'entreprise, là, on est un peu plus genre 49, on est presque 50, là, mettons, en ce moment. Quand même. Puis c'est pas mal ça. À Villeray, exact. Je savais pas que le signe fort. À Villeray, nice. Puis l'année de fondation, ça fait combien de temps ça run? 2017. 2017. Mettons, 6 mois plus tard, on commençait à avoir quelque chose. Là. OK. Ouais. Puis, je veux pas tout ta cap table, mais genre les cofondateurs. Parce que t'as dit cofondateur. Ouais. Fait qu'il y a Mathieu, il y a moi, il y a Michel, qui est aussi quelqu'un qu'on a connu dans les franchises, qui lui, pendant que je travaillais avec Mathieu dans une agence web, puis on se rendait compte que c'était le Far West, cette industrie-là en général des agences puis du marketing, lui a parti une plateforme qui était comme Hello Darwin, mais dans le domaine de la construction, qui s'appelle soumissionrénovation.ca, qui est genre Renault Assistance, entre guillemets, là, qui est son comme grand compétiteur. Puis, dans le fond, ça vient te connecter avec des entrepreneurs en construction qui viennent te faire des soumissions. Ouais. Puis ça te permet de choisir tes gars de toiture. Il y a eu une explosion de ces jeux-là ou de ces approches-là de middleman dans l'assurance, dans la construction, dans la rénovation. Moi, j'ai des bons chums qui avaient fait de grosses soumissions pendant longtemps. Ouais, exact. Encore. Ouais. Ça a été un play que moi, quand je commençais ma carrière en web, là, ça popait partout. Ouais, puis tu sais, au final, c'est juste des games de combien ça te coûte acquérir un client, puis combien tu es capable de le vendre. Fait que tu sais, c'est des business qui techniquement... D'arbitrage quasiment. Ouais, exactement. Ouais. Exact. Mais ça a une valeur. Puis je veux dire, le middleman, c'est un play classique. Là. Ouais. Non, c'est facile de comme... C'est facile de minimiser, c'est ça que t'allais dire? Non, j'allais dire c'est facile de manquer ta shot puis de pas avoir de valeur pour vrai. Dis-moi en plus. Ben, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des middlemen qui font juste ralentir le processus au final. Tu sais, moi, je suis quand même fan de Kijiji ou Facebook Marketplace, là, où est-ce que genre, je peux juste parler à la personne puis le faire. Tu sais, si tu m'empêches un peu de comme
Je comprends. Magasiner par moi-même, porter un choix sur moi, sur ma décision, mais c'est comme un peu plus difficile, t'sais. Mais encore là, il y a des choses que je peux pas forcément comparer dans un catalogue, et comme, mettons, une maison sur Airbnb, ça se compare super bien, c'est comme du e-commerce quasiment. Un service résidentiel ou même d'entreprise, ben, il y a peut-être un meilleur filtre qu'il faut que soit fait, il faut peut-être aider des meilleures données. T'sais, surtout pour une business, je veux dire, où est-ce que une décision, oui, travailler avec un sous-traitant ou un autre, ça peut être juste une différence de prix, mais tu peux aussi juste manquer ta shot, genre ça te prend 6 mois de plus si au contraire c'est le pire projet que tu as fait. Il y a des impacts tellement négatifs à se tromper dans son choix comme entrepreneur. Ouais, là. T'as raison. Puis, écoute, dépendamment du modèle d'affaires que tu choisis pour toi extraire de la valeur comme middleman, tu peux encourir certains risques. Là. Si t'es payé à la commission à la fin d'un projet, fuck ton cash flow. Là, genre, exact. Si t'es payé par lead puis au volume, ben là, il faut que tu fasses du volume en tabarnak. Il faut que tu fasses attention à la qualité. Exact. Puis, 100%. Puis, le truc que t'as dit, je pense, puis on va pouvoir leur linker avec Hello Darwin, c'est comment, comme middleman, t'ajoutes assez de valeur puis de work, de ton travail, sans ajouter trop de friction pour les deux parties que tu mets ensemble. Comment tu, genre, facilites, mais que tu t'es pas in the way, mettons, genre. Puis c'est fucked up, man. La première expérience de marketplace que j'ai eue depuis un bout, c'est acquire.com. J'ai commencé à checker what's next pour moi, tu sais, ça se passe, ça va bien, puis comme je trippe, je vais continuer. Nice. Mais tu sais, je veux-tu acheter une business, devenir part owner dans une business existante, je sais pas, puis je fuck around, tu sais. Puis honnêtement, là, le flow était seamless. Là. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que quand ça devient lourd, soit pour un côté ou l'autre, t'as comme une genre de forme de account managers, I guess, qui sont comme associés à un deal potentiel, puis ils peuvent embarquer dans le chat. Fait que t'as comme tout le temps une tierce partie qui surveille, mais qui s'implique pas, à moins que ça soit vraiment nécessaire. Puis pour vrai, man, je pense que n'importe qui build des marketplaces, là, si vous voulez checker les UX de acquire.com, et de Hello Darwin, probablement. mais non, je t'entends. Puis c'est tout le temps ça un peu. C'est comme, à quel point est-ce que tu veux rentrer dans la discussion? À quel point est-ce que tu veux être là? Ben, si t'es là, il faut vraiment que tu aies une grosse valeur ajoutée. Ça augmente ta pression. Ça te coûte plus cher. Exact. C'est une structure de coût qui est potentiellement différente. Je pense que c'est comme... Il y a aussi l'enjeu avec les marketplaces que c'est trop facile de dire « OK, je vais tout faire ». Parce qu'au final, je ne fais rien, right? Je suis juste le middleman. Fait que c'est tout le temps tentant de dire, OK, tant qu'à connecter des agences marketing, je vais connecter, je sais pas, quelqu'un qui vend des chaises pour des business, tu sais. Mais au final, c'est pas les mêmes intentions d'achat, c'est pas le même type de fournisseurs, c'est pas les mêmes écosystèmes. Fait que si tu prends tout pour acquis, c'est presque sûr que tu te tires dans le pied, tu sais. Fait que nous, définitivement, quand on a un projet, mettons, un client qui recherche une firme comptable versus une compagnie de production vidéo, mettons. Ben, c'est pas le même service qu'on va donner. C'est pas le même suivi. On va pas t'accompagner de la même manière, forcément. Même chose avec des projets de 500 000 et plus, etc. On va pas. Fait qu'il y a comme des affaires qui vont varier, puis c'est vraiment important de te pencher sur c'est qui tes users. Ils n'ont pas la même réalité, le fournisseur puis le client ou l'acheteur puis le fournisseur. Mais là, aujourd'hui, vous devez avoir un paquet de process puis d'étapes genre sophistiquées en fonction, comme tu dis, du ICP ou du code d'utilisation, peu importe. Ramène-moi au début, mettons. C'était quoi l'étincelle qui fait toi puis les deux autres gars, OK, man, on fait ça, nous autres, un marketplace. Ben, OK, je te raconte l'histoire parce que je pense qu'elle est quand même pertinente, OK? Fait que moi, Jeff et Carl, 3 amis d'enfance, on a fait nos franchises ensemble. Tu sais, tu fais une franchise, tu gères des gros chiffres, tout ça, mais tu fais pas énormément de profit, là, on s'entend. Mais à ces gens-là, en tout cas, tu travailles juste l'été, c'est une couple d'affaires. Bref, on ramasse 100 000 qu'on a accumulé, tu sais, les 3, à peu près 20 ans. Puis on regarde, on sait pas quoi faire, on regarde Dragon's Den, on le regarde au UK, c'est drôle, on en parlait juste avant, mais on regarde Dragon's Den UK, puis là, on voit un gars qui propose une affaire, ça s'appelle Revivaphone. C'est un kit. Mais là, ça fait 11 ans de ça. Là. C'est un kit dans lequel, quand ton téléphone tombe dans l'eau, tu veux le faire réanimer. Là. Un peu comme du riz, là, on s'entend. Là. Tu le mets là-dedans, puis balabim, balaboum, il est sauvé. Ouais. C'est fort. Là, on est comme, OK, c'est cool. Ça a l'air nice, genre les... Mais tu sais, c'est le pitch de Dragon's Den là, qu'on a regardé. On connaît rien de la business. C'est la version polished. Là. Ah oui. Puis édité, etc. Fait que... On contacte le gars, il est à Londres, on est comme, OK, go, on embarque, on veut être distributeur exclusif en Amérique du Nord, on commande des kits. On n'a pas tant de cash, c'est beaucoup pour nous, là. Ben c'est vraiment pas tant que ça quand même pour une business de
d'import puis de distribution, là, on s'entend. Puis surtout, juste le rementionner, on n'a aucune expérience, connaissance dans ce domaine-là en général. Mais vous avez le genre de feu puis tu sais, l'espèce de guts d'entrepreneur. Ouais. Genre, fuck it, on l'appelle. Ouais. Ouais. Ça c'est moins moi, c'est plus Jeff, mettons, qui est partner aussi avec moi maintenant dans IGD, dans Hello Darwin. Bon. Fait que, on l'appelle, on fait commander. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est un haut placé dans une grosse agence de pub au Canada. Je ne vais pas la nommer, tout ça, mais grosse agence. Puis elle entend parler de ça. Elle sait que j'ai la fibre entrepreneuriale, qui est comme « Hey, votre projet nous intéresse, on veut le faire pro bono avec vous. » Nous autres, on est comme « OK, on a genre la top agence canadienne qui va faire notre marketing. On a un produit révolutionnaire. » Là, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces millions-là, les boys? Là? C'est à peu près ça. Fait que... Bref, ils sont comme, OK, on revient avec une stratégie, puis tout ça. Puis là, ils sont comme, hey, il y a l'iPhone 6, c'est les années, là, qui va sortir dans, mettons, 1 mois. Puis on veut faire un stunt, on veut... à ce moment-là, il y avait toutes les... Ben, il l'a encore un peu, mais il y avait toutes les files devant les Apple Store. Le monde se garochait pour avoir les premiers, puis etc. Ouais, c'était une autre époque, là. Ouais. Puis... fait que là, comme, on fait un stunt, on envoie quelqu'un acheter le premier iPhone 6 à être distribué au monde. Avec le fuseau horaire, c'est en Australie que ça va se passer. Ça va être là le premier, genre... La première personne qu'il faut l'avoir, c'est un Australien. C'est quand même une bonne idée. Quand même nice, là. Ouais. Puis comme, on va faire un stunt vidéo, la personne va payer la première place, elle va sortir avec le téléphone, puis elle va le mettre dans un pichet de bière, genre. Puis là, elle va utiliser le kit. Ça va être un stunt. Ah, on dirait que ça vient de me sonner une cloche, ça. Y a-tu une vidéo? Oh, oui. Ouais. Oui. Fait que là, fait que là, nous autres, on est comme, man, c'est des génies, eux autres, on embarque, tu sais. Ouais. Petit bémol, on n'a pas encore les kits, on les a pas reçus, ils sont en bateau, puis finalement, on a compris que c'est définitivement en retard, là, ces kits-là. Fait que là, on donne le go, parce qu'évidemment, il y a le lancement qui est à une date prévue. 2 jours avant de partir, ils sont comme « Hey, by the way, oui, c'est pro bono, mais ça va coûter 80 000, ce vidéo-là. » Puis là, on est comme « OK, mais on peut pas. » Mais là, ils sont comme « Hey, vous nous le paierez après avec vos millions, tu sais. » En joke, là. Mais c'est un peu ça, tu sais. Ouais. Puis là, on est comme... On le fait, tu sais. Puis là, tu sais, on va parler d'apprentissage plus tard. Il y a des leçons là-dedans, évidemment. Là. Mais là, OK, parfait. Ils partent là-bas, ils font la vidéo. On revient, ils lancent le stunt. Le stunt est malade. Tu sais, je sais pas, 500 000 views sur YouTube, vraiment peu de temps. On passe dans tous les médias, mettons, ici. Mais là, tu sais, on reçoit plein de commandes. Évidemment, tu sais, c'est ça... J'ai un site qui fonctionne à peu près pas. Là. On n'est pas capable de fournir les kits parce qu'on les a pas. Ou on en a, mettons, 200-300, mais ça part tout de suite. On n'a pas vraiment testé le produit. On n'est juste pas prêt, basically, à avoir fait un stunt marketing, à avoir mis tous nos œufs dans le même panier sur quelque chose de brand, tout ça, qui est même pas... lead generation oriented ou revenue generation. Fait que au final, on a comme une grosse dette avec eux, on n'est pas capable de vendre les kits, puis plus loin que ça, on se rend compte que les kits sont pas prêts pour l'iPhone 6, tu les as pas testés. C'est des affaires de même, là. Fait que finalement, gros échec, ça finit super mal avec l'agence, puis moi, je retiens à ce moment-là un sentiment amer du marketing. Je suis comme, hey, on était zéro adapté pour cette stratégie-là, voir qu'ils nous ont proposé ça. Eux, finalement, ils ont gagné plein de prix avec le stunt. Puis là, j'étais comme « c'est tough », tu sais. À ce moment-là, je reprends contact avec Mathieu, qui est une personne que j'avais, qu'on se parlait plus depuis une couple d'années, mais que je connaissais, qui travaillait dans une agence marketing. Puis là, j'étais comme « OK, je veux apprendre l'autre côté de la médaille. Je veux travailler pour une agence. » T'allais travailler ensemble là-bas. Fait à peu près 1 an et demi en vente, en gestion de compte, tout ça. Puis c'est là que là, j'ai comme mieux compris l'écosystème de l'autre côté. Puis à ce moment-là, ben Mathieu était comme, je pense qu'il y a une opportunité pour faire ce que Michel fait dans la rénovation dans ce monde-là du marketing puis de l'achat de services numériques, essentiellement. Mise en relation via une plateforme de marché. Exact. Parce que c'est un peu, justement, c'est un peu le Far West, compliqué à acheter. Les clients comparent des gens de sous-sol avec des bons freelancers, des grosses agences. Moi, j'aurais jamais dû me ramasser à travailler avec cette agence-là par rapport à Revive Phone. Puis eux, on était leurs pires clients. On les a presque pas payés. Plus que ça, on n'était juste pas leur fit. Fait que pourquoi on s'est mis dans la même pièce? Ça avait juste pas rapport in the first place. Ça venait probablement d'une bonne intention des deux côtés, mais au final... On n'a pas eu intérêt à avoir collaboré ensemble, nous et cette agence-là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que t'as pas... C'est ce que j'admire le plus des entrepreneurs avec qui je parle, c'est que t'as pas juste
pris la perte ou la défaite, puis rester amer, puis chialer là-dessus pour le restant de tes jours. Tu te dis, fuck it, laisse-moi comprendre plus comment ça c'est arrivé, puis qu'est-ce que j'aurais dû faire de différent, puis qu'est-ce qu'on pourrait offrir de différent pour que des affaires de même n'arrivent pas. Tu t'es mis dans l'action, tu sais. Fait que ça, c'est cool. Ouais. Non, j'avoue, je vais prendre le compliment parce que c'est. Ultimement, c'est vrai. Et l'autre côté aussi, c'est que, tu sais, là, puis là, tu sais, les trois, moi, mes deux autres amis, on était quand, OK, là, on n'a plus de cash, là, on se retrouve une couple d'années, on va aller travailler, salarié, tu sais, puis on va faire de quoi après. Mais. Fait ça tough, ça? Ouais, vraiment. Ah ouais? Parle-moi un peu. Qu'est-ce que tu disais dans ta tête? Ben, tu sais, je vivais. C'est un peu une. Tu sais, c'est un. Tu sens que tu rétrogrades, que c'est un deuil. En même temps, tu sais, j'aimais aussi l'agence dans laquelle on était. Je trouvais qu'il y avait comme un bon vibe. Puis avec du recul, ça m'a donné beaucoup de knowledge aussi sur qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Pas juste parce que, comme je parlais sur l'écosystème, mais aussi juste sur c'est quoi une business à 30, 40 employés, comment est-ce que c'est géré, processus interne, tout ça. Fait que. Mais oui, c'est sûr que, tu sais, j'étais pas. Surtout, tu sais, j'avais eu beaucoup de succès entrepreneuriaux avant, tu sais. Puis là, un échec, tu sais, public, là, tu sais, genre, on est sorti en grand pour cette affaire-là, puis genre, 6 mois plus tard, fini, tu sais, fait que c'était comme, il y avait cette affaire-là, puis tu sais, moi, comme, tu sais, je viens d'un background avec, tu sais, ma famille qui comprennent l'entrepreneuriat, mais qui vont pas forcément le valoriser, fait que là, tu sais, plus t'as des échecs, plus ils sont comme, OK, là, va travailler, là, c'était drôle au début, là, c'est ça, fait que non, c'est ça, mais au final, je suis tellement content de tout ça parce que ça l'a fuelé mon envie de justement, comme tu dis, comprendre l'autre côté de la médaille. Ça m'a fait reconnecter avec Mathieu, avec Michel. Puis là, on a B2B Quotes après qui est devenu Hello Darwin. Là. B2B Quotes, c'est le premier nom. C'est le premier nom. OK, là, vous êtes pas nécessairement des gars techniques ou il y en avait un dans la gang? Michel, technique. Ouais. OK, c'est bon. Puis Michel, essentiellement, m'a tout appris sur le côté, tu sais, plateforme, dev, query, tu sais, BI, tout ça. Puis là c'est comme moi qui ai pris ce chapeau-là après. Maintenant, évidemment, on a des ingénieurs puis des vrais tech leads. Là. Mais, puis B2B Quotes, ça veut dire qu'il y avait déjà une intention dans votre projet de commercialiser au moins au Canada au complet ou du moins d'être anglophone. Là. Pas de pas appeler ça soumission B2B. Là. Ouais, exact. Puis tu sais... Puis ça, tu sais, c'est chapeau à Mathieu pour ça, là, qui est comme très visionnaire, outgoing, voix grand, etc. Parce que je pense que ça nous aurait vraiment ennuyé d'avoir une approche qui était l'opposé, mettons. Mais oui, on a des grosses ambitions là, pour ça. Puis, tu sais, je me rappelle, on faisait genre... on vendait des projets, puis on les vendait, je dis n'importe quoi, là, 15$, mettons, tu sais. Okay. Puis là, Mathieu était comme, OK, tu vas voir, tu sais, année, on va être capable d'en vendre à 100$, tu sais. Maintenant, comme... on fait des gros mandats là-dessus, c'est comme un peu des peanuts, cette affaire-là, puis on en parle souvent, puis là, j'étais comme, non, je te crois pas, on n'en vendra jamais à 100$, puis je le trouvais cave, là, tu sais, de penser ça, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, je pense qu'on se complémente bien là-dessus, là, maintenant. Combien de temps ça a pris bâtir la première version? Puis combien de temps ça vous a pris valider qu'il y avait un modèle d'affaires probablement sain ou juste comme scalable là-dessus? Ouais. La plateforme, c'est ça l'avantage. C'est que vu qu'on a un partenaire avec Michel, il a dupliqué la sienne qu'il y avait dans le domaine de la construction. Fair. Fait que nous, genre, moi, on avait une plateforme, un site. Puis, tu sais, c'était quand même... C'était cool, là, son affaire. Il y avait tout vraiment bâti pour ça. Fait que, tu sais... écrire du contenu sur le site, puis après ça, tu peux partir. Tu as une plateforme qui te fait matcher avec des courriels, avec un app pour les fournisseurs. Tu as tout le stack. Évidemment, souvent, c'est écrit entrepreneur en construction au lieu de fournisseur technologique là, sur le site, mais comme on était quand même vraiment rapide à partir. Fait que ça a été ultra pertinent. Puis c'est aussi pour ça que Michel, c'était ça un peu son apport dans la business. Là. Oui, mais une plateforme de marketplace, aussi cool que ça peut être techniquement, c'est pas la chose la plus difficile à propos d'un marketplace. La chose la plus difficile, c'est d'amener les deux parties dessus. C'est l'activité. Comment vous avez validé au début? Ben, en fait, nous, on a quand même un gros background en vente, là,
hey, ça t'intéresse-tu de le tester, puis tout ça. Mm-hmm. On avait des séquences qu'on envoyait. Fait que la première étape, c'est l'œuf la poule, right? Les fournisseurs veulent des clients, les clients veulent des fournisseurs. Sinon, ça va être difficile de les attirer. Mais entre les deux, puis dépendamment de l'industrie dans la qualité de ton marketplace, il y a tout le temps un ballon d'un des deux qui veut plus l'autre que l'inverse. Pour vous? Dans notre cas, c'est les fournisseurs. Fait que les fournisseurs de services, si on leur dit inscris-toi sur la plateforme, c'est gratuit, ça t'engage à rien, puis quand on a un client, on te l'envoie, plus de chances qu'ils le fassent qu'un client qu'on lui dit, un moment donné, on va avoir des fournisseurs, puis ils vont bider sur ton projet. Fait que, on est allé chercher beaucoup de fournisseurs rapidement qu'on a inscrits. Puis là, une fois qu'on avait les fournisseurs, mais c'était beaucoup plus facile d'aller chercher des clients puis de leur dire, viens déposer ton projet. Puis au niveau des projets, parce que c'est ça le nerf de la guerre dans HD, c'est trouver des clients sérieux, là, qui veulent déposer des mandats puis aller en sous-traitance avec des fournisseurs externes, ben, à ce moment-là, on faisait énormément de pay-per-click. OK, pour le côté client. Ouais. Et non fournisseur. Ouais. Alright, folks, petit shout-out à Coveo, employeur certifié SaaSpass. Coveo, c'est une plateforme d'intelligence artificielle pour entreprises à la fine pointe. Si vous voulez une solide carrière dans un scale-up d'ici qui sert des clients comme Salesforce, Xero, check them out sur saspass.com/partenaire avec un S, puis checkez notre job board pour voir tous les postes ouverts. OK? Back au pod. Puis, ramène-moi à la première batch de marchands de fournisseurs, pardon, que tu as amené sur le marketplace. Est-ce que c'était cold emailing? Est-ce que vous avez fait du genre de data mining pour trouver des courriels et devoir aller cogner à des portes? Rends ça tactique parce que j'ai un gars en tête en ce moment qui m'a appelé puis qui m'a fait un pitch. Frank, as-tu un peu de temps pour me donner du feedback sur notre projet? Puis c'était un marketplace quelconque. Je veux pas genre jinxer ou doxer ces shit, mais comme je veux que tu donnes des exemples pratiques avec ce gars-là en tête pour moi. Ouais. Bon, fait que là, évidemment, on est en 2018 à ce moment-là. Est-ce que ça remarche? Je sais pas. Sure. Mais nous, ce qu'on faisait, on avait un drip email. On scrapait des courriels. Je pense qu'on les scrapait sur LinkedIn. On ajoutait du monde sur LinkedIn, puis on avait une séquence qui s'appelait, je me rappelle très bien du sujet. On en a testé énormément, là, mais celui qui fonctionnait le plus pour des fournisseurs, c'est peux-tu me donner ton avis, s'il te plaît? STP, 2 points d'interrogation. Puis dans le fond, il parle de la plateforme, puis on est comme, qu'est-ce que t'en penses? T'sais? Comme si elle était comme pas vraiment créée. Qu'est-ce que t'en penses? T'as-tu un avis? Puis là, il y avait du monde, même, il nous renvoyait des briques. Là, genre, je l'ai consulté, voici telle affaire, telle affaire, telle affaire. Je me suis inscrit pour aller voir. Nous, on est vraiment fans de avoir aucune friction pour faire débuter un user avec nous, qui soit client ou fournisseur. Fait que c'est gratuit t'inscrire comme fournisseur. Il n'y a pas tant de risques là, pour le fournisseur, pour vrai, d'essayer la plateforme. Même chose pour le client. Fait que ça a été vraiment... Je pense qu'après le premier mois, on avait 200 des fournisseurs. Puis après ça, c'est juste... Dès que tu as un projet, les fournisseurs entre eux ont regardé le nombre de forward qui se faisait. Nos projets, ils sortaient là, de notre user base, là. Mettons, toi, tu es une agence marketing, tu t'inscris sur la plateforme. Nous, on a un projet qui se qualifie puisque tu dis qu'est-ce que tu recherches. Là. Fait que, mettons, il se qualifie dans tes critères. On te l'envoie. Mais là, mettons, toi, tu es comme, hey, je vais l'envoyer à une autre agence, un autre ami, whatever, que j'ai qui pourrait m'aider à pitcher là-dessus. Fait que là, finalement, on a eu, en ce moment, depuis nos 200-300 premiers, on n'a jamais fait d'efforts pour trouver des fournisseurs. C'est cette toujours flywheel là, de référence. Puis de... En fait, c'est quasiment une forme de network effect, mais tu pourrais argumenter que si t'étais trop niché puis c'était tout du monde qui compétitionnait pour les mêmes projets, ça marcherait pas, mais c'est pas le cas, right? Effectivement. Il y a beaucoup probablement de fournisseurs qui sont complémentaires. Une agence web avec une agence de design. Mettons, exact. Ouais. Bon. Genre, je vais faire un site web, mais après ça, j'ai besoin de vidéos, j'ai besoin de contenu écrit. Ouais. Fait que, oui, puis même, on a une grosse approche aussi qui est l'agence même. Elle, peut-être qu'elle veut sous-traiter de la job pour elle. Là, on lui donne des crédits, on lui donne d'autres leads en échange. Tu as tout Mais oui, le flywheel du marketplace, c'est méga important. Puis celui qu'on a le plus utilisé, c'est vraiment le network effect. Là. Être capable de dire, OK, ben moi, comme agence, j'ai besoin de clients. Je veux mes clients idéaux. Mais des fois, je reçois des clients, des forms sur mon site d'agence qui sont pourris. Là. C'est pas des clients que je veux. Mais nous, on les a toutes, les agences. Fait que tu peux nous donner ce lead-là. Tu peux nous renvoyer le client vers nous. On va te donner un crédit pour que toi, tu puisses racheter un client qui te convient. Fait que des choses... On a plein de mécaniques comme ça un peu qui font en sorte qu'on a une... Je sais même pas pourquoi on faisait du pay-per-click. Maintenant, on n'en fait plus, puis c'est la meilleure décision qu'on a prise de juste grossir organiquement parce qu'un client nous emmène 1.1, tu sais. Fait que au début, je veux comprendre bien. Vous avez fait du pay-per-click en vous disant, écoute, on va cibler des audiences sur Meta ou genre LinkedIn. Je sais, c'était-tu pas mal ça? Nous, c'est Google. C'était pour des clients qu'on cherchait. Fait que des Google Ads direct. Ouais, exact.
j'avoue. Puis ils vont avoir des intentions genre de recherche assez bas dans le funnel de genre... Agence Marketing Montréal, Agence Marketing Québec. OK. Puis je vais pitcher... C'était ça encore B2B Quotes? Ouais. OK. Fait que B2B Quotes, trouver ton agence Marketing Montréal, clique. Puis là, je vais me dire que avec la cote que je fais, avec le deal que je vais générer là-dessus, ça va coûter plus... Je vais me faire plus cher que le prix par clic que je vais payer là-dessus. Exact. Genre. Exact. OK. Puis à ce moment-là, la manière que vous faisiez du cash, c'était-tu ça, une cote sur un mandat ou c'était autre chose? C'est un pay-per lead depuis le début. C'était per lead. Ouais, okay, exact. C'est bon. Exact. Fait que le prix est petit, là, tu sais. Ouais. Puis ouais, mais puis tu sais, même par rapport au pay-per-click, justement, tu sais, à la fin, on avait des budgets de 80-100 000 par mois là, sur ces plateformes-là. Fait que la manière qu'on gérait ça, c'était tous des scripts qui nous disaient, OK, pour cette catégorie de services-là, ben typiquement, on va faire tant de revenus par clic au final. Ouais. Fait qu'on avait des bid adjustments qui roulaient en temps réel sur Google Ads. C'était vraiment comme un gros focus de la business, le pay-per-click puis tout. Puis là, on se dit, OK, c'est quoi la marge de profit qu'on veut faire sur service TI à la Chenet, mettons, ben comme, là, on avait notre coût par clic qui était défini. C'est une crise de machine, dude. Puis là, explique-moi le rational de, OK, on arrête de faire ça. Le pay-per-click? Ouais. C'est juste que vous aviez tellement un réseau, mettons, gros. La grosseur de votre réseau était tellement immense que vous pouviez générer de la valeur d'une autre manière, genre carrément avoir les gens qui vous apportent les clients parce que tu peux les payer. Fait que t'as comme flippé le modèle. En fait, j'aimerais dire que c'est ça, mais c'est pas ça. Okay. On a comme grossi la tarte avec le pay-per-click. On était capable d'attirer des gros chiffres de clients, de ventes, etc. Mais on a perdu le fil puis le cap sur la profitabilité qu'on allait chercher. Intéressant. Fait que, tu as plein de métriques. En tout cas, on avait de la difficulté à être profitable à scale avec ça. Puis là, quand on a levé de l'argent en capital de risque, ben là, c'était comme important là, d'aller chercher un CAC LTV qui était intéressant, d'aller chercher essentiellement un profit sur ton acquisition. Puis on se rendait compte que on faisait trop de surplace avec ça. Ben là, tu as mentionné, tu as comme ouvert une porte dans laquelle il va falloir rentrer, qui est le financement. Fait que ma question, I guess, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est est-ce que c'était un lien de causalité de c'est trop difficile de générer du profit, même avec cette croissance-là, donc on va aller chercher du financement parce que la croissance va être excitante aux yeux des investisseurs et figure out le profit plus tard? C'est quoi la honnêtement, je pense que c'est assez juste. Il y a plein de choses. Là. C'est sûr qu'avec du recul, on en parle souvent... Jeff, Matt, moi, Michel, mais il y a quand même définitivement une part de vanité là-dedans, là, d'aller chercher du capital de risque. OK, explique-moi ce que tu veux dire. Ben, tu sais, t'es comme, OK, ça va nous donner une crédibilité si on va chercher des millions. Ben ouais, un stamp of approval. Puis après ça, t'es comme, il y a aussi le côté concret. OK, si on avait, une couple de millions de plus, ben on serait sûrement capable de faire différentes choses. Je suis moins dans cette école-là maintenant, ou du moins pour me rendre là, puis tu sais, pour revouloir lever de l'argent, mettons, aujourd'hui, il me faut que ça soit clair pour moi qu'est-ce que je fais avec cet argent-là. Puis c'est sûr que c'est difficile quand tu es en seed round ou en série A même de savoir exactement comment que tu vas l'utiliser, mais c'est un exercice qui vaut la peine d'être fait parce que c'est difficile. En fait, tu ne peux pas revenir en arrière une fois que c'est fait. L'équité est partie. Exact. Puis toi, puis aussi, ça change ton focus. Tu as des obligations qui changent. Puis, pour nous, ça l'a pas été... on a fait beaucoup d'apprentissage avec ça, mais ça l'a pas été positif, là, au final, le outcome. Ça l'a fait en sorte qu'on avait une pression à burn pour une business qui déjà avait des enjeux de CAC LTV, puis etc. Puis, essentiellement, là, tu as une pression d'engager des gens compétents. Mais c'est comme des gens compétents. On engageait des gens, des CV de malades, là. Genre du monde qui nous impressionnait, puis tout. Finalement, ces gens-là étaient juste pas adaptés pour le scale qu'on était rendu. On pensait qu'on était rendu à scaler, à commercialiser partout quand on n'avait pas encore tout figure out le modèle, le product market fit, puis tout. Fait que, il y a un peu de mettre la charrue en avant des bœufs ou... Beaucoup. Puis c'est un pattern que tu as vécu dans une autre teneur là, ou une autre dimension. Pas dimension, c'est quoi le mot que je cherche? Whatever. C'est un pattern que tu as déjà vécu un peu
avec ton histoire de Reviver Phone, right? Ouais. De genre mettre des trucs. Mais là, dans ce cas-là, par contre, t'avais beaucoup plus de data empirique et de confiance dans une vraie compagnie. T'sais. Ouais. Fait que tu sais, c'était comme probablement plus justifié de prendre les plus grosses bouchées. Je pense que oui. Mais t'as raison, ça vient de la même place. Mais c'est vraiment intéressant. Puis je pense que c'est hot que tu sois capable d'avoir, mettons, l'intelligence émotionnelle ou l'introspection pour dire il y avait ça dans ma décision. Tu sais. Parce que le monde qui écoute, il faut qu'ils réfléchissent comme il faut à où ils veulent aller, comment ils vont aller là, ils ont-tu vraiment besoin de l'argent pour aller là, quel genre d'argent ils veulent, etc., etc. Mais là, pour rendre ça un peu plus concret, Francis, es-tu capable de dire à peu près combien de cash vous avez levé, ou du moins c'était quoi la série, ou vous aviez combien de burn de runway? Ok, c'est bon. Février 2021, on a levé 2 millions avec le fonds VC de la RBC, fait que RBC Venture, puis un fonds à Montréal qui s'appelle Tactico. Ils sont encore là avec nous, puis on a un gros deal commercial avec la RBC depuis ce temps-là, puis tout ça. Octobre 2021, fait c'est ça, là, 8 mois plus tard, on perdait 300 000 par mois. Puis, fait que, à ce rate-là, il t'en reste combien? Là, fait qu'on a dû, puis tu sais, ça, vraiment pas une... En fait, la pire période de ma vie, et probablement celle de mes partenaires aussi, on a mis tout le monde qu'on avait engagé à pied à ce moment-là, ou presque. On était peut-être 5 ou 6 après à être restés. Puis ça a été vraiment, puis ça, c'est une époque qu'on recall en ce moment, qu'on appelle la grande noirceur, là, où est-ce que c'était plus nice. Là, tout le monde est revenu, contributeur. Là, il faut opérer la business. C'est plus une question de penser à comment la strategize, etc. Là, il faut l'opérer, puis il faut être capable de faire de la perfo, du profit, puis etc. C'est de là qu'on a arrêté le pay-per-click. C'est pas parce que... En fait, ça venait de la même réalisation qu'on était écœuré de faire du surplace. On voulait vraiment une business qui était capable de trouver un CAC LTV qui était profitable. Pour le monde qui sont un peu moins avancés en SaaS ou dans ces métriques-là, tu veux-tu définir l'acronyme puis expliquer un peu pourquoi c'est important? Cost of Acquisition, CAC, puis LTV, Lifetime Value. Cost of Acquisition, coût d'acquisition, combien ça te coûte acquérir un client, puis combien de revenus tu vas faire avec à vie. Fait que on s'entend que c'est la base d'une business, right? Puis c'est pas mal les premières choses que les investisseurs vont regarder probablement dans ton entreprise. Surtout ces temps-ci. Ouais, exact. Parce que là, c'est cool, là, on veut plus perdre d'argent. Là, fait que. Nous, je dirais, je pense pas qu'on payait trop cher, mais on faisait pas assez. C'est quoi le ratio pour lequel tu shootais, tu te rappelles-tu? Parce que moi, tu sais, j'ai jamais porté beaucoup attention à ça chez Snipcart parce que c'était clairement, il y avait plus de LTV que de CAC, puis notre CAC était assez bas. Mais je veux dire, tu sais, il y a des standards d'industrie, quoi, que c'est genre 3 pour 1. Fait que les VC vont dire 3 pour 1. Ben là, je suis pas dans un VC, mais c'était pas mal ça. Idéalement, faire 3 piastres avec une pièce que tu dépenses. Exactement. Mais nous, vu que, tu sais, on avait une nature, tu sais, une business va pas forcément sous-traiter 40 projets par année, tu sais. Probablement plus qu'un dans ton ICP, mais pas fait des... que ta récurrence puis ton expansion revenue, faut que tu fasses Nous, on en avait un CAC LTV sur le first sell, tu sais, sur la première vente qu'on devait faire. Okay. Oui, il y en a un sur le global, mais sachant que notre écosystème puis la nature de notre business n'était pas énorme sur le LTV, ce qu'on s'est rendu compte avec les années qu'on pouvait changer, là, tu sais, maintenant, on a beaucoup de clients qui déposent des petits et des gros projets chez nous. Fait que là, on a changé beaucoup. Longtemps. Exact. Puis, là, t'as comme nous, la game, ça a été ça. Lifetime. Exact. On a vraiment plus travaillé sur le lifetime value que sur le cost of acquisition. C'est très effectivement. Cool. Ouais. C'est très, très cool. Mais là, dude, comment tu dis ça à tes investisseurs de genre... Yo, la croissance de malade dans la tête qu'on pensait bien avoir, je pense pas que ça va se passer. Fait que votre retour sur investissement que vous pensiez avoir... I'm sorry, bye. Genre, comment tu fais ça, tu sais? Honnêtement, c'est plus l'entrepreneur, je crois, qui vit ce stress-là que l'investisseur. C'est des investisseurs avisés, là. C'est du monde qui comprennent qu'à ce stade de business-là... c'est du capital de risque. Ah, pour vrai, oui. Puis ils sont pas caves, ce monde-là. Ils sont super... Fait que, tu sais, ils sont comme... Ben, good luck, tu sais. Puis probablement que, tu sais, les VC, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit après ce board-là, là, qu'ils ont... Tu sais... Je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, là. Ils ont sûrement dit comme, OK, c'est fait, là, tu sais. Mais... ça sera pas le 1 ou 2 sur 10 qui va faire le 100X. Non, vraiment pas. Pourtant, au final, puis c'est intéressant parce que Tactico, RBC, je sais pas, mais Tactico, c'est un fonds qui n'a pas d'échec. C'est vraiment rare dans le monde du VC, mais ils ont
pas d'échecs, en tout cas, c'est minime. Là. Ils n'ont pas beaucoup de coups de circuit. Ils n'ont pas d'échecs. Fait qu'ils sont comme connus comme ça. Intéressant. Puis tu sais, ils nous ont vraiment aidés dans cette période-là. Tu sais, ils sont venus à nos bureaux, ils nous ont aidés, ils ont restructuré plein d'affaires. Moi, ils nous ont montré des trucs qu'on utilise encore aujourd'hui. Fait que c'est vraiment, vraiment très cool. Puis tu sais, après ça, quand ils ont vu qu'on redressait la business, ils nous rementionnaient, là, genre good job de ne pas avoir lâché. T'sais, Mathieu, Michel, Jeff, ils ont tous mis du cash dans le business. T'sais, ça n'a pas été rose. C'est vraiment la grande noirceur là, pour nous. Tu pensais à puncher out, à faire fuck off, je ferme les... Avez-vous pensé à mettre les clés dans la porte? Ou même on n'y a pas pensé à voix haute. C'est bon, ça? Ouais. Non, parce que c'est comme... On savait qu'on avait de quoi. C'est juste que on était... Moi, j'étais frustré d'avoir... J'aurais pas arrêté ça là. Parce que j'ai trouvé que c'était trop du mismanagement pour arrêter ça. C'est pas la business qui fait, c'est nous, là. Fait que j'étais comme... J'ai peut-être trop d'ego, puis je pense que c'est la même chose pour un partenaire, mais on était comme... On est capable de faire mieux, là. Puis là, on est encore là, on respire encore. Fait que, tu sais, aussi bien juste pivoter, là. Puis là, tes partners les investisseurs, eux, ils ont décidé de rester sur la cap table. Ils vous ont pas mis trop de pression pour essayer de vendre la compagnie puis qu'eux sauvent les meubles ou je sais pas. Si on peut en parler. Là. Non. Okay. En gros, non. En gros, non. Parfait. Où est-ce que Hello Darwin arrive dans le décor? Où est-ce que le nom arrive? Puis ça vient de où, ce nom-là? Fait que B2B Quotes depuis 2017, on a notre ronde de financement, puis à ce moment-là, on est comme, tu sais, là, on veut, tu sais, on trouve que B2B Quotes... On veut pas un nom de pauvre. Ben, genre, pour vrai. Mais c'est pour ça que je te parle de vanité. C'est que je suis comme, j'aime vraiment le rebrand qu'on a fait, mais... Ça marque l'imaginaire, ça reste dans ta tête. Une fois qu'on en t'a parlé, t'oublies pas le nom. Ouais. Ça, c'est vrai, en tout cas. Ouais. Puis je trouve que b2bquotes.com, c'est genre cheapcars.com. Là. C'est comme, on dirait que ça dit ce que c'est cool, mais ça, c'est la créativité de, mettons, Mathieu et moi. Là. C'est pas mal, c'est pas très créatif en général. Fait que, tu sais, fait que Hello Darwin, hello pour le côté humain, parce que dans le marketplace game, on a vraiment une présence humaine qui est élaborée, tu sais. Puis ça se tient encore beaucoup aujourd'hui, tu sais, dans notre approche humaine et proactive. Puis Darwin, mais c'est vraiment le côté évolution, premièrement. Fait que la narrative de dire comme tu devrais évoluer, faire de la sous-traitance plus intelligente que ce que tes pairs font en juste postant sur Facebook, puis etc. Mais ça vient aussi travailler sur la sélection naturelle, de dire que c'est pas tout le monde qui est adapté. Tu sais, mettons, je refais référence à ma grosse agence. C'est une full bonne agence. 100%, ils sont adéquats pour probablement beaucoup de leurs clients actuels. Mais pour nous, c'était pas ça. Fait que c'est pas le lion qui est le roi de la jungle qui est bon pour... Tu comprends? Il y a comme un équilibre dans cet écosystème-là. Fait qu'il y avait toute cette narrative animale, là, quasiment. Pourquoi, là, ça va être têteux, mais pourquoi le H est en minuscule? Qui est vraiment important pour moi. C'est drôle parce que même aujourd'hui... Moi, j'aime ça. Aujourd'hui, les devs, on a publié Ils ont publié un email, une notification, puis j'étais comme, il est vraiment nice l'email, mais comme, il faut vraiment call back ce email-là. Là. C'est le hash-mesh qui pense que. Pour moi, c'est vraiment important. Honnêtement, je trouve que visuellement, c'est cool. Ouais, j'ai pas d'autres raisons plus poussées que ça, mais visuellement, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Marc-André Campagnat de Gaïa, tu as déjà parlé? Ouais. Lui aussi, c'est un bon tripeux de lettres minuscules. De minuscules. Dans tous ses noms de business, puis même dans comment il écrit. Moi, j'alterne tout le temps entre les deux. Mais je suis un fan. Ouais. Cool, man. Fait que ça, c'était en même temps que la ronde, le nom. Ouais, exact. C'est le même mois à peu près. Ouais. Puis là, le modèle à la sortie de la grande noirceur, ou est-ce que c'est dans la grande noirceur que d'autres modèles d'affaires, que le modèle d'affaires se diversifie, mettons? Ouais, c'est dans la grande noirceur qu'on y pense. C'est ça qui nous fait sortir de la grande noirceur. OK, c'est bon, vas-y. Ah, j'aime ça qu'on parle de la grande noirceur, c'est drôle. Fait essentiellement, nous, on a la plateforme, puis pour utiliser la plateforme, il faut que tu aies un projet. Mais dans le cycle de décision d'une entreprise, pour avoir un projet, il faut que tu y aies réfléchi, il faut que tu l'aies validé, il faut que tu aies déterminé des budgets. Tu sais, la journée où est-ce que tu veux faire un appel d'offres, t'es quand même loin dans le funnel de prise de décision. Puis probablement que tu y restes pas longtemps. Parce que dans tout ton projet, là, la réflexion à qu'est-ce que je devrais faire, au budgeting, à l'appel d'offres, jusqu'à la mise en place, la section dans laquelle Hello Darwin va t'aider est quand même petite. T'sais. Ouais. Puis c'est ça aussi qui travaillait le lifetime value qui était plus difficile. Puis tout. Fait que nous, on a toujours rêvé d'une manière d'être capable d'être là plus longtemps
dans le cycle de décision d'une business, tu sais. Puis une des manières où est-ce qu'on pensait qu'on avait de la valeur, c'est dans tout ce qui était la planification, fait que le pré-projet essentiellement. Okay. Fait qu'on rêvait d'une manière qu'on était capable de te faire un audit puis te dire, par rapport à ta business, tu devrais faire tel type de projet, viens sur la plateforme pour trouver quelqu'un qui va t'aider à le faire, tu sais. Nice. Mais évidemment, le modèle d'affaires nous empêchait un peu de le faire parce qu'on était juste payé à la partie sous-traitance, puis fait qu'on n'avait pas, on laissait ça là, puis on le faisait un peu comme sur le fly en parlant aux clients. Mais pour ajouter de la valeur, exact. Genre customer success. C'est ça. Mais là, on a commencé à travailler avec différents programmes de l'offensive de la transformation numérique, qui est un gros programme de subvention au Québec, qui a différents, je pense qu'ils ont 26, en tout cas, ils ont plusieurs programmes par secteur, par industrie. Il y a un programme qui s'appelle Mon commerce en ligne dans le commerce de détail, qui vient faire exactement ça pour des retailers, pour des détaillants. Fait qu'ils viennent te financer, te subventionner, dans le fond, un audit par des experts pour te dire un peu qu'est-ce que tu devrais faire en e-commerce. Puis là, nous, on était comme, OK, on veut faire ça, t'sais. Fait qu'on est devenu un mandataire pour Mon commerce en ligne, puis on a fait énormément d'accompagnement, des milliers, où est-ce que là, on était payé pour faire l'audit que je décrivais plus tôt. C'était pas forcément pour les marges qu'on le faisait, mais c'était juste pour la connexion avec la plateforme qui était juste tellement imbriquée pour le client. On était comme, OK, non seulement tu devrais faire tel type de stratégie, plus loin que ça, voici déjà 3 fournisseurs qui peuvent t'aider. Moi, je vais t'aider à les comparer, je vais parler avec eux. On avait vraiment un offre qui était comme clé en main que d'autres fournisseurs étaient comme pas capables d'offrir. Puis, tu sais, à ce moment-là, nous, on n'a jamais voulu, puis on n'en fait pas, faire d'implantation. T'sais, une fois que je te dis quoi acheter, je vais t'aider à l'acheter, je vais jamais l'implanter. Pas l'installer le CRM. Là. Non, exact. Puis la réalité, c'est que non seulement c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, on n'a pas la compétence, mais plus loin que ça, on a une plateforme. Pour moi, c'est ça, c'est qu'on serait biaisé dans nos conseils si on implantait quelque chose. Ça devenait comme une agence interne un peu. All right, folks. Un petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié SaaSpace. C'est le cabinet tech-enabled pour tous vos deals, transactions, du financement VC aux stock options. Basically, des programmeurs en cravate. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis, manquez pas l'épisode 73 du pod avec Guillaume, le founder. Il y a des bonnes pépites. OK, de retour au pod. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans le fond, en comprenant mieux le life cycle d'un utilisateur, right, dans un projet, mettons, de commercialisation ou de croissance numérique, tu as identifié différentes places où il y avait des problèmes. Toi, tu nailais déjà une place. Puis là, tu as eu une opportunité, je veux pas dire gouvernementale, une opportunité de subvention qui te dit « Oh, attends un peu, toi. Si moi, j'utilise cette subvention-là puis qu'ensuite, je mets en relation genre mes fournisseurs puis mes clients, moi, je peux amener de la valeur, mais moi aussi, je vais avoir un modèle d'affaires qui est genre comme soutenable là-dedans. Mais ce que je trouve le plus hot, là, je patine, là, mais ce que je trouve le plus hot, c'est qu'en faisant ça, le service que tu rendais déjà a augmenté de valeur. Ouais. Parce que tu mets du cash dans... Tu augmentes les chances que la personne ait un projet sérieux avec un vrai potentiel. Fait que là, avoir un fournisseur après, c'est encore plus important. Parce que t'as créé, genre, t'as comme amené beaucoup plus de sérieux à ce lead-là pour les gens à qui tu vas l'emmener. Fait que genre, ça, c'est pas plus... C'est 1 plus 1 égale 3, genre. C'est ça que j'essaie de dire. C'est nice de parler avec toi, Frank, parce que c'est pas tout le monde qui aurait compris ça en comme 45 secondes comme tu l'as fait, mais oui, c'est ça la valeur, puis c'est ça aussi... T'sais, les fournisseurs sur la plateforme, ils veulent des bons leads. Puis nous aussi, on veut un bon lead. Premièrement, on a un système où on rembourse des fournisseurs quand c'est pas des bons leads. Fait que, tout notre modèle est aligné sur on veut te donner des bons clients. Win-win-win. Ouais. Fait que 1 plus 1 égale 3, c'était vraiment ça. C'est non seulement on a un modèle profitable à faire de la consultation pré-projet, on augmente les chances d'avoir des projets, mais plus loin que ça, la qualité des projets est meilleure. Donc, on peut donner une meilleure valeur aux fournisseurs de l'autre côté. Puis le client, vu qu'on est déjà dans ses bobettes, entre guillemets, qu'on fait l'audit puis tout, il y a plus qu'un projet. Là, on est capable d'augmenter la récurrence. Fait que c'était vraiment clé pour nous. Puis là, on en a fait plusieurs des programmes comme ça. Dans l'ETN, justement, on a fait beaucoup de transformation numérique. C'est là qu'on a migré du marketing en ligne vers la transfo numérique. OTN? Offensive de transformation numérique. C'est bon. Qui se termine là en mars 2025, d'ailleurs, qui va être renouvelé ou pas. On le sait pas. Puis c'est là qu'on a compris aussi cette dynamique-là de comme, peut-être que oui, peut-être que non.
Alright, man. Ça l'ouvre 2 énormes tracks, puis je veux qu'on aille dans les 2. Fait que là, ça va être genre une aventure dont vous êtes les héros. Tu décides laquelle on va aller. Bon. La track 1, c'est produit versus service. Parce que là, pour une des premières fois, vous deveniez pas mal plus sérieux dans monétiser du service et non juste une plateforme numérique du produit. Ouais. L'autre track, c'est la dépendance ou les bienfaits des subventions gouvernementales, que ce soit pour vous ou vos clients. Choisis. Je vais prendre produit versus service. Parfait. Je commence avec ça. Dans notre écosystème puis notre communauté SaaS, tu as une frange, mettons, de, ces gens, de cette communauté-là qui va être un peu plus zélée sur genre faire du produit, puis pas faire du service, puis que s'il y a une dose de service dans la compagnie de produits que tu as faite, c'est pas un vrai SaaS, c'est pas un pure SaaS play. Tu sais, le mot pur, c'est un peu fucké, là, mais anyway. Puis il y en a aussi qui veulent faire du produit parce qu'ils se sont burnés dans le service puis ils se disent hey, je suis plus capable. J'ai eu des clients de marde, j'ai eu de la misère à me faire payer. J'ai pas pu aller en profondeur dans les mandats autant que j'aurais voulu. Fait que là, je fais mon produit pour un subset de clients spécifiques puis je veux plus rien savoir du service. Fait que t'es comme une love-hate relationship avec le service. Vous, aviez-vous ça à l'intérieur de vous ou vous étiez comme juste plus entrepreneur agnostique à ça, vous étiez juste ouvert de faire du service? Ça dépend des phases. Fait qu'au départ, là, on était vraiment comme OK, on veut un produit. Matt et moi, on venait de l'industrie du service à faire du marketing web et tout. On était comme c'est de la merde, on veut pas retourner là puis tout. Mais rendre ça moins de la merde pour le monde, mettons, qui utilisait Hello Darwin. Pour les agences qui exact, c'est ça. Oui, mais dans le sens, notre objectif, c'était pas de faire une agence. Puis après, fait que oui, on a eu cette dualité-là. Quand tu lèves du capital, eux, ils n'ont pas levé pour une business de service. Tu peux t'imaginer. Là, fait que là, ça n'existait plus, ce mot-là. À ce moment-là, on ne pouvait plus faire du service. C'était qu'un produit. Ouais, exact. Là, après, quand c'est la grande noirceur, tout est permis. Genre, don't die. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme vraiment une nécessité, mais à y repenser, puis même quand on était dans la grosse product race, entre guillemets, j'ai lu plein d'affaires, il y a plein de trucs sur la dualité entre ça, puis entre le service puis le produit. Puis je pense que l'important pour développer un produit, c'est que tu connaisses vraiment bien ton marché. Une des bonnes manières de connaître un marché, c'est d'offrir le service toi-même. C'est d'avoir un unscalable, d'être capable de faire quelque chose qui ne peut pas scaler. Donc, qui est l'opposé d'un produit, donc qui est probablement un service. Puis je pense que c'est comme une super bonne école pour apprendre. Fait que je diminuerais pas, même si, mettons, demain matin, j'ai des intentions de produit, c'est probablement que je commence par une manière qui se rapprocherait plus du service que du produit. Juste pour face-to-face, mes clients, comprendre leurs enjeux pour vrai, c'est juste plus efficient. C'est bizarre à dire, le service n'est pas plus efficient, mais à small scale, il est vraiment plus complet, donc efficient. C'est juste que ta surface d'exposition aux douleurs et problèmes des personnes est tellement... Ben, la proximité, tu es à côté des douleurs, puis tu vas plus creux, puis tu le fais plus souvent. Fait qu'après, si tu reprends de la distance, puis que tu veux que ce soit un produit qui aille régler ce problème-là et non ton service, ben, tu sais dans quoi que tu l'envoies, ton produit. Puis ce que tu as dit là, d'autres, c'est clé. Là. Fait que le monde qui écoute, je pense que qui veulent se lancer dans un produit... Il y en a plein d'autres, là, des devs qui codent le produit pendant genre 3 mois, ils arrivent, ils me montrent ça, puis je suis comme, bro, c'est malade, mais genre, t'as-tu parlé à des clients, tu sais-tu, ils vont te payer pour ça, t'as-tu essayé de le régler, pas avec du code, tu sais. Fait que ce que tu viens de dire, c'est fucking clé, man. Fait que, tu sais, ça, c'est, mettons, dans le stade de développement de la business. Après, là, nous, on s'est rendu compte que même dans un stade un peu plus avancé, entre guillemets, que ça pouvait devenir notre unfair advantage d'avoir déjà un produit puis d'ajouter un service. Tu sais, quand on est allé voir, mettons, les mandataires de l'OTN au début pour avoir les mandats être autorisé à faire du pré-projet, de la consultation, ben le fait qu'on ait une plateforme, qu'on ne fasse pas d'implantation, qu'on soit des connaisseurs vraiment aguerris de l'écosystème, ça nous a donné toute la... Honnêtement, on n'aurait jamais pu faire ça si on n'avait pas eu la plateforme. J'avoue, j'avais pas pensé à ce côté-là. Nous, de l'autre côté, oui, je pense que c'est important de commencer, comme on vient de dire, avec une vision humaine, d'avoir un service pour découvrir qu'est-ce que tu devrais productiser. Mais
même plus tard, quand tu as un produit, si tu as besoin ou etc. de faire un service, ben ton produit va sûrement t'être utile. Puis nous, ça a vraiment été le cas. Puis même aujourd'hui, pour les subventions puis tout, on a encore nos devs qui développent tout à l'interne. On a quand même vraiment une culture produit à l'interne. Ça fait notre unfair advantage parce que là, on fait du service, mais qui est alimenté par un produit qui est vraiment top. Fait que ça nous différencie beaucoup. Puis au final, là, je regrette vraiment pas d'avoir let go le product game à 100% parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on utilise le meilleur des deux mondes. Là. C'est vraiment cool. Là. C'est une synergie puis pas genre nécessairement une dichotomie. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé de split à gauche ou à droite. Puis surtout, je veux dire, en 2024, comme ça a du sens que ta business ait un app puis des outils technologiques. À quel point est-ce que... C'est ça, est-ce que c'est juste le modèle d'affaires, dans le fond, au final, la game produit? Ben, peut-être, mais je pense que tu peux avoir les deux. Puis, dans la réflexion future d'Hello Darwin, je pense vraiment qu'il y a un mode pour les deux. Où est-ce que là, il y a des clients qui utilisent juste notre version produit, il y en a qui utilisent un service, puis qu'on est capable de merger les deux un peu plus. J'essaie de voir où je vais aller. Je pense que je vais continuer un peu dans cette track-là. Tu compétitionnes avec quel genre de joueur? Parce que là, vous en faites beaucoup de choses. Il y a la mise en relation avec des fournisseurs certifiés, t'as la découverte de subventions, la veille de subventions, puis t'as l'accompagnement carrément en subvention. J'ai oublié de quoi, là, moi? C'est pas mal ça. Non. Ouais. Fait que j'imagine que t'as des consultants freelance ou des Big Four ou des je sais pas quoi, des consultants avec un pur play consultant avec qui tu peux compétitionner dans un de ces volets-là. Y a-tu d'autres produits / marketplace qui font la mise en relation? Il y en a. Pas au Canada, mais Sortlist, Clutch, fait que Sortlist en Europe, Clutch aux États-Unis. Ouais, Clutch.co. C'est pour des agences beaucoup, ça? Ouais, exact. Ça, c'est vraiment... Mais en fait, Clutch, maintenant, ils font beaucoup plus de B2B services at large. Fait que, ils font du IT, du managed service, de la cybersécurité, ils font tout, là. Ouais. C'est gros fundé, ça, sûrement? Non. Ah non? Non, c'est Bootstrap pis tout. Puis ça existe depuis vraiment longtemps. On les a rencontrés plusieurs fois, les founders. À un moment donné, ils voulaient nous acheter juste pour le domaine B2B Quotes, qu'ils trouvaient très nice. Sont-ils nice? Ouais, ben oui. Ouais. Non, c'est correct. C'est drôle parce qu'eux, ils n'ont pas un modèle, il n'y avait pas un modèle Paper Lead. Puis moi et Mathieu, sans aucune malice, on veut aller sur un call avec eux, on leur explique notre modèle d'affaires, on leur explique qu'on fait payer. Puis là, 2 mois plus tard, ils commencent à offrir ça. Mais eux, ils ont un modèle complètement différent. Dans le fond, c'est un annuaire d'agence. Fait que les agences payent pour être affichées sur leur site. C'est un Google de firmes. Là, c'est un répertoire. Ouais, exact. Versus la mise en relation. Ouais. Mais on s'en inspire dans notre section répertoire. On travaille. Ça qui est cool du marketplace, c'est que puis même, oui, on a des compétiteurs directs, mais on regarde aussi, il y a d'autres types de marketplace que je trouve vraiment nice, sur lesquels on prend des dynamiques qu'ils vont avoir, puis tout. Fait que. Mais oui, il y en a, mais après ça, des compagnies comme effectivement Big Four, ils vont travailler contre nous, avec nous dans le domaine de tous les crédits d'impôt. Notre gros ICP, plus, mettons, des plus gros clients, définitivement, ça va être contre eux qu'on va bider, mais ils n'ont pas l'approche produit, là, mais sont plus pros que nous, techniquement. Là, c'est ça, parce que plus tu bouges up market, plus c'est des cibles juicy, entre guillemets, fait que tu peux avoir des plus gros joueurs qui ouais, définitivement. Là. Puis on veut pas forcément aller là, je pense qu'on veut être... on veut avoir une cible, notre cible en ce moment, c'est 2 à 100 millions, là, qui est quand même assez large, mais qui nous permet quand même d'être capable d'apporter de la valeur. C'est des entreprises qui veulent de la flexibilité, donc avec le produit, ça peut être pertinent. Puis là, on est capable de les accompagner sur plus de choses. Tu veux dire... Pour qualifier pour de l'accompagnement plus custom avec Hello Darwin, tu veux un revenu annuel de 2 à 100 millions de la compagnie? Ouais. C'est ça? Ouais. Okay, c'est bon. Mais mettons, pour utiliser le marketplace, tout type de business. Bon. Après, c'est ça la beauté du marketplace, c'est que on a des petits clients pour des petits fournisseurs, des gros clients. Fait que on prend tout, effectivement. Puis, t'as eu t'as parlé d'une nouvelle qu'on va utiliser comme anchor pour aller dans l'autre chemin que je voulais faire. T'as dit, OK, l'offensive de transformation numérique, ce gros programme-là, va prendre fin. Ouais. Fait que là, toi, avec les années, t'en as sûrement découvert une chier là, de programmes puis de subventions, qu'elles soient au niveau municipal, provincial, fédéral. Comment tu trouves ça qu'une partie de ton revenu annuel ou de ta croissance dépende de fonds publics?
On va le dire de même pour nous starter, je pense. Du fait qu'il y ait des subventions, parce que s'il n'y en a plus du tout, effectivement, notre service de subvention est morte. Ouais. C'est ça. Il y a un facteur risque là-dedans. C'est clair. Quand on travaillait justement avec l'OTN pour financer nos audits, puis c'était juste ça, là, tu travailles avec un programme. Fait que tu as plus de. Tu mets tous tes œufs dans un programme. En ce moment, programme de subvention et de crédit d'impôt au Canada, il y en a un peu plus que 2100 là, qui sont répertoriés, mettons, sur notre outil. C'est beaucoup. Fait que, le risque est dilué. Fait qu'il y a moins de risques, entre guillemets, mais c'est sûr qu'il y a un risque parce que effectivement, ça tient sur un écosystème ou une industrie, je sais pas trop comment la décrire. Une économie, quasiment. Une économie, ouais. Il y a même des banques, là, qui... Pis ça, j'ai découvert ça récemment, il y a des banques ou des institutions financières qui viennent te donner un prêt en attendant que tu reçoives tes subventions, tellement que c'est anchor dans le fait que tu vas les recevoir, tes subventions. Oui, c'est du... c'est genre de cash flow. Exact. Il y en a d'autres, des gens ils vont financer ton cash flow sur tes crédits d'impôt, puis etc. Fait que... puis aussi, mettons, je donne un exemple, les crédits d'impôt, c'est un accord international. Chaque pays de l'OTAN est obligé de donner les mêmes crédits d'impôt pour financer la recherche et développement puis l'innovation parce qu'il y aurait trop de compétition malsaine, puis il y aurait trop de pays qui récolteraient tout le monde s'ils donnaient trop d'incitatifs. Il y a des choses qui sont vraiment anchor, là, comme dans la société à ce niveau-là. Je savais pas ça, man. C'est intéressant. Puis, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on a vu au Québec? On a vu une faveur, ou du moins on a vu le gouvernement être très, très, très friendly pour les compagnies de jeux vidéo pendant un bout. Puis, tu sais, ça a fait émerger un paquet de compagnies ici qui sont venues s'implanter ici, puis tout ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, que tu aurais comme un cadre macro de genre, hey, tu peux pas dire ici, ça te coûte rien. Genre, dans notre gang, on se tient un peu. Ouais. Okay. Mais il y a des manières de contourner ça, parce que tu vois, par exemple, dans l'industrie du jeu vidéo, le programme que je te parle qui est international, eux, ils en ont ajouté un autre qui est au Québec, qui est particulier. Fait qu'en plus de ça, t'en as un qui est pas spécifiquement pour le jeu vidéo, mais pas mal, là, genre le multimédia en général. Fait que tu sais, y a une manière de gamer ça quand même. Là, c'est ça que tu te rends compte. C'est juste que c'est pas des crédits d'impôt, c'est des subventions, plus c'est la guerre de la nomenclature, puis est-ce que c'est normé, c'est pas normé. C'est toute une game, là, cette affaire-là. mais oui, puis tu sais, dans le cas du jeu vidéo, puis tu sais, on en parlait un peu avant, tu sais, est-ce qu'il y a des entreprises qui capitalisent trop là-dessus, entre guillemets, puis qu'au final, ils donnent pas la... Est-ce que ça fonctionne, dans le fond, les subventions, en tant que société ou gouvernement? Est-ce que des fois, c'est que tu vas juste financer ou tu vas garder des business sur les respirateurs artificiels? Puis sais-tu ce que tu sais, il y a toute une philosophie là-dedans, là. Je vais te poser une question pour essayer d'aller au cœur du sujet. Est-ce que tu penses qu'une compagnie qui mourrait sans subvention mérite vraiment d'exister dans le marché? C'est large un peu, là, je comprends, mais moi, c'est autour de ça que ma tête flotte, là, que mes pensées flottent quand je pense qu'une subvention, faut pas que ça soit de vie ou de mort. Fait que non, faut pas que ça soit ça qui te sauve. Fait que c'est coup de main ou boost. Fait que, coup de main, boost, définitivement. Pas genre bouée de sauvetage. Là. Exact. Ouais. OK, là, je pense que c'est ça. La nuance parce que pensez, si c'est bouée de sauvetage, honnêtement, il est déjà trop tard. À la base, le gouvernement veut pas financer ça. Fait que si tu fais ça, c'est quasiment... C'est pas une fraude, là, mais genre, c'est pas ça qu'ils veulent. Là. Fait que c'est que t'as tweaké ton histoire d'une manière bizarre pis tout. Mais... Puis, parfait. Fait que je pense qu'on est pas mal d'accord là-dessus. Mon autre question qui va peut-être être un peu plus confrontante, puis tu me diras si tu veux qu'on parle de ça ou pas, mais est-ce que ça fait du sens pour toi que des compagnies comme la tienne et plusieurs autres doivent dépenser autant de milliers, si ce n'est pas des millions de dollars pour répertorier, indexer, guider, conseiller, segmenter les subventions pour que des entrepreneurs comme Monsieur, Madame, tout le monde puissent savoir what the fuck, à quoi j'ai droit, à quoi je devrais appliquer, à quoi je peux appliquer. N'est-ce pas la job du gouvernement, mettons, ou des différents jobs, de rendre ça plus simple et accessible pour tous? Puis c'est drôle parce que c'est tellement heavy comme game parce que on parle à des mandataires du gouvernement puis ils sont comme non, mais ils sont contents qu'on soit là. Mais c'est comme, mais pourtant, c'est ta job un peu, concrètement. Fait que, bonne question. Je pense que genre, l'accélération de l'accès à la subvention qui vient avec des offres comme celle d'Hello Darwin, est-ce qu'elle a comme résultante de vider les enveloppes gouvernementales plus rapidement? Tu penses-tu? Moi,
c'est assez certain qu'on donne plus de subventions. En fait, c'est sûr qu'on donne plus de subventions à nos clients qui en auraient eu sans nous. Ouais. Fait que donc, oui, par cause à effet, oui, on vide les subventions plus rapidement. C'est ça que le gouvernement veut, j'imagine? À terme, c'est ça qu'ils veulent, exact. Surtout pour des subventions où est-ce qu'il y a des fonds qui sont limités, puis etc. Pour les mandataires du gouvernement, on leur arrive avec des projets qui cadrent vraiment dans leurs demandes, fait qu'on leur fait sauver du temps. C'est quoi les mandataires du gouvernement? Excuse-moi. Parce que, mettons, tu sais, je te donne un exemple. Investissement Québec. Investissement Québec, dans les choses qu'ils font, ils vont distribuer des subventions du gouvernement. Elles sont financées par le gouvernement, mettons, par Revenu Québec, genre. Mais c'est pas Revenu Québec qui va l'administrer, c'est Investissement Québec. Mais ça, t'as ça pour plein de types de programmes, puis de ministères. Fait que ces gens-là, il y a des gens qui sont payés à étudier les dossiers. Ben, si tu leur arrives avec un dossier qui est prémonté, qui te connaissent, qui sont capables de t'appeler pour avoir accès à l'information, ben c'est comme tout va aller plus rapidement, tu sais, à ce niveau-là. Puis, selon toi, Francis, est-ce que... Parce que moi, écoute, je suis pas libertarien. Gros statement. J'ai pas encore lu tout de Fountainhead de Ayn Rand. Là. Ne me laissez pas d'un commentaire. Je suis pas libertarien. Puis je suis à l'aise de vivre dans une économie socialiste ou relativement socialiste. J'ai bénéficié du filet social dans ma vie, ma famille aussi. Genre, je veux qu'on puisse contribuer à ce que tout le monde soit élevé par le haut puis qu'on laisse pas le monde tomber dans les cracks, mettons. C'est à peu près ça ma position politique. Puis il n'y a pas plus éduqué que ça, là, fait que creuse-moi pas trop. Genre, par contre, c'est con, mais depuis que j'ai fait plus de cash puis que j'ai payé mucho money en impôts, il y a une partie de moi qui a été un peu plus sensibilisée à genre... Chris, il faudrait qu'on ait un minimum d'imputabilité sur le cash que le gouvernement spend, peu importe c'est sur quoi. Puis tu sais, je suis trop noob pour te dire comment faire ça. Fait que je vais ramener à notre conversation puis je vais dire, est-ce que les différents paliers de gouvernement demandent une forme d'imputabilité sur l'argent qu'ils donnent aux startups ou aux compagnies? Ouais, puis honnêtement, c'est... Peut-être, dans le particulier, je connais pas, là, puisque je sais qu'il y a des subventions aussi aux particuliers. Dans la business, là, c'est quand même difficile d'avoir, tu sais, de te faire donner. Ils sont très, très, très stricts. Surtout pour de la subvention. Parce que là, c'est là que la différence. Crédit d'impôt, c'est droit à tout le monde. Tu remplis des cases dans ton rapport d'impôt. Puis c'est vraiment facile d'aller chercher de l'argent. Puis la plupart des fonds publics sont donnés en crédit d'impôt et non en subvention. C'est bon. Subvention, il y a vraiment une vocation au projet. Il faut que tu répondes à leurs normes. Ils ont systématiquement plus de demandes qu'ils sont capables d'accepter. Fait qu'il y a un tri. Puis souvent, dans tous les cas, ils vont tout le temps se brancher à ton revenu, tu sais, Revenu Canada, whatever. Ils vont voir ton PNL qui monte ou qui descend. Fait qu'ils sont capables de dire ce programme-là, on le ferme. Je te donne un exemple. L'OTN en 2025, en ce moment, l'OTN que je parlais, se termine en mars 2025. Après ça, ils vont probablement faire 6-12 mois, j'ai aucune idée, d'audit, à voir c'est quoi les retombées des entreprises qui ont fait, mettons, mon commerce en ligne avec Hello Darwin. Est-ce que finalement, ils font plus de revenus maintenant? Puis ils ont des barèmes assez stricts de performance. Fait que subvention, c'est quand même mieux. Au final, pour moi, une des raisons, puis un truc qu'on n'aime pas chez Hello... Tu sais, on a beaucoup le sentiment d'être... tu sais, on adore Robin des Bois, là. Puis dans le monde des subventions, il y a beaucoup de grosses business qui vont chercher ces montants-là. Les crédits d'impôt puis tout. Puis ces grosses business-là, ils en ont pas besoin, mais ils ont la capacité, ils ont le CFO, ils ont la team. Fait qu'eux autres sont capables de soumettre un paquet de demandes, d'aller les chercher. Ils ont les contacts. Et il y a des programmes qui semblent normés, mais qu'au final sont designés pour genre une business. T'sais, mettons, Element AI a été vraiment comme mis là-dessus. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un peu injuste qu'il y ait des entreprises qui pourraient bénéficier de ces subventions-là parce qu'eux aussi ont des projets de croissance qui sont soit pas au courant ou que c'est pas accessible pour eux. Alors qu'ils ont le même droit d'accès. Ben, c'est ça. Puis pourtant, on dirait que c'est comme intouchable un petit peu dans certains programmes. Puis l'idée que ça soit décentralisé, que ça prenne une montagne de documents, un focus assez rigoureux là-dessus, on dirait que ça fait juste augmenter la barrière à l'entrée pour ces business-là. Ouais, puis ça augmente Moi, j'ai eu plusieurs discussions en privé avec plusieurs types de personnes, puis ça augmente le cynisme par rapport à cette industrie-là. Don't get me wrong, je pense que genre, c'est... Je vais pas nommer de nom. Mais il y a quelqu'un qui me disait « Ouais, mais dude, le cash, il est sur la table, genre. Puis là, toi, t'es un entrepreneur, t'es un opportuniste, tu veux avoir du succès, tu veux générer de la richesse pour faire ce que tu veux, whatever. T'es pas plus cave qu'un autre, prends-le le cash qui est sur la table, genre, ton compétiteur va le faire, genre. Ou le monde qui ont d'autres avantages dans d'autres pays, ben, ou dans d'autres marchés, ils le feront pas, fait que prends le cash, fends ta gueule, genre. Puis j'étais comme, ouais, mais man, si on se dit tout ça,
En même temps, je me dis, c'est peut-être l'expression d'une valeur commune. On valorise quand même l'entrepreneuriat, puis genre l'innovation, puis toute la gang, on décide de poter pour augmenter les chances qu'il y ait des belles carrières, qu'il y ait des exits, qu'il y ait des belles business d'ici. Je sais pas. Honnêtement, tu sais, puis c'est le dilemme du prisonnier aussi. Là, est-ce que mon compétiteur le fait? Tu sais, comme ce que tu dis, c'est valable. Tu sais, c'est comme on devrait peut-être pas le faire, mais il le fait. Puis là, la loi du capitalisme sauvage va faire en sorte que tu vas te faire battre à cause de ça. C'est gossant, là, tu sais. Fait que... Mais c'est fucked up parce que, comme tu as dit, il y en a qui vont aller le chercher, ce cash-là, mais qui n'en auraient pas besoin. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus. Puis honnêtement, il n'y a aucune manière pour moi ou pour n'importe qui de les empêcher de le prendre. Ils fit, ils ont le droit de le prendre. C'est plus, au moins, je me dis, ben, on peut en donner à ceux. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool, ça. C'est une bonne story. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un bon pitch. Genre, ça résonne plus avec moi. On dirait, j'aime ça. Nice. J'ai le goût qu'on se concentre sur toi un petit peu. Fais-moi le contraste entre tes journées ou tes semaines quand tu commençais Hello Darwin, B2B Quotes, puis maintenant quand tu runs Hello Darwin, genre ta réalité. Good old days, simpler times. Ben, tu sais, quand j'étais chez B2B, c'est moi... Mettons, mes premiers mois, là, je parlais à tous les clients là, systématiquement. Là. Il y avait moi, il y avait Mathieu, puis un autre gars, puis on se partageait. Moi, j'avais tous les clients, il y avait tous les fournisseurs, puis on faisait la strat en même temps, puis etc. Fait que beaucoup de travail, terrain, opération, etc. Beaucoup tactique, là, gérer les campagnes pay-per-click, gérer les scripts, gérer la plateforme. C'est ça les mains là-dedans au début. Ouais, exact. Faire les reports, ce genre d'affaires-là. Maintenant... beaucoup de... podcasts. Pas beaucoup. J'aimerais en faire plus, mais beaucoup de... stratégie, c'est comme trop, ça veut rien dire, là, mais beaucoup de... Non, mais je te file. Vision, genre... long terme. Exact. Puis, mais même aussi, puis là, iOS, là, que j'aimerais qu'on parle peut-être. On va en parler. Mais même, de... oui, la vision long terme, mais comment est-ce qu'elle se décline cette semaine? C'est quoi les choses qu'on doit faire, puis tout. Fait que beaucoup de comme suivi d'équipe, de ramener sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses, c'est quoi les décisions qu'on devrait prendre ou dans quel framework, ça devrait être quoi notre modèle de décision en général. Après, tu as des affaires comme le département des subventions, ben, comme pour moi, c'est ça le gros focus de la business en ce moment. Fait que comment est-ce qu'on fait pour le structurer d'une manière adéquate? En ce moment, on est en train de faire une vague d'embauche, d'aller chercher de la profondeur, de l'expertise, tout ça. Fait que, c'est des embauches qui sont clés, qui prennent du temps à faire. Fait que, je suis très impliqué dans les HR en ce moment, en général. Je pense que c'est important que tout le monde qui arrive dans la business, personnellement, j'ai eu un contact avec eux, puis que je comprenne c'est quoi leur motivation, tout ça, ça va nous aider après à les enligner de la bonne manière, puis être certain qu'on est un bon fit pour eux. Puis sinon, j'ai beaucoup de responsabilités aussi, communication externe. Fait que on fait des webinaires à tous les mois, qui a été notre meilleure source marketing ever. Où est-ce qu'on va expliquer... ça serait peut-être ça le shameless plug que je ferais, là, c'est les webinaires où est-ce qu'on va parler de tous les programmes de subvention par thématique. Fait que, le mois passé, c'était tout ce qui est innovation, recherche, développement. On fait virage vert, on fait transformation numérique. Fait que là, on a des experts, des partenaires à nous, etc., qui viennent, puis on anime ça, puis etc. Fait que ça s'adresse à l'entrepreneur qui serait client de Hello Darwin. Exact. Ou juste quelqu'un qui veut savoir c'est quoi les programmes de subvention qui sont réalistes pour eux d'aller chercher. Ça, c'est, vu que tu as mentionné la shameless plug, on va te la faire au complet. C'est hellodarwin.com/ Ouais, tu tombes, tu nous donnes ton courriel une fois, puis c'est sûr qu'on te l'envoie, là, tu sais. fait que, ouais, genre hellodarwin.com. Mais oui, tu sais, puis, fait que, tu sais, ces responsabilités-là d'entretenir notre réseau de partenaires avec qui on va faire ces événements-là, tout ça. Ouais, ben, je veux dire, tu fais pas juste builder les components de la machine, tu t'assures high level qu'elle roule bien, puis tu calls des shots. Ouais. Mais des fois, je tombe dans des rabbit holes où est-ce que je suis comme, OK, là, ça, je veux analyser tel dataset. Là, genre, je vais aller vraiment dans un truc, OK, ça nous prend combien de temps à closer tel type de client, genre, c'est quoi la répartition des industries qu'on a sur les demandes faites. Zoomer in, genre, quand tu veux. Oui. Okay. Ouais. C'est bon, puis ça m'arrive relativement fréquemment de le faire parce que je sais que il faut que je fasse attention à ça, là. Je peux passer, des fois je peux creuser, là. Ben un rabbit hole, ça peut être infini. Ouais. C'est ça, exact. On a besoin de toi au top aussi, pas juste genre d'un tranché. C'est ça, exact. Je comprends. Exact. T'as-tu
Parle-moi de ton entourage d'entrepreneurs. T'as-tu genre mentor, coach ou juste comme un réseau d'amis entrepreneurs? Comment tu te supportes? Ouais. Je suis pas très outgoing avec d'autres entrepreneurs. OK. Quoique, tu sais, j'adore parler à d'autres entrepreneurs, tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, j'ai mon réseau, tu sais, les franchises, là, pour vrai, là, c'est comme ça a été fou à ce niveau-là. Tu sais, tout le monde, beaucoup de personnes que je connais qui étaient là-dedans sont encore en affaires en ce moment. OK, nice. Fait que tu sais, comme quand tu sais, on se croise, on va catch up, etc. Je trouve ça cool d'avoir des relations comme ça. Mais tu sais, mentorship proprement, pas vraiment. Tu sais, quand on faisait des incubateurs, j'en ai eu, là, tu sais, dans les... tu sais, on a fait DMZ, NextAI, puis tout ça. Tu sais, là, il y avait comme du monde qui était là un petit peu pour ça. Fait que, tu sais, ça, oui. Mais, tu sais, je suis plus... tu sais, j'ai des amis qui sont pas entrepreneurs. Tu sais, j'ai du monde, des ingénieurs, j'ai du monde... tu sais, Laisse-moi formuler un petit peu pour voir comment tu vas répondre à ça. Quand tu as une décision existentielle ou critique à prendre à propos de la business et que tu as des doutes, comment tu fais pour la prendre, cette décision-là? À qui tu parles ou qu'est-ce que tu consommes? Ouais. Je pense que souvent, une décision importante, tu devrais consulter une multitude de contenus à des vocations différentes. OK. Fait que, tu sais, je vais consulter peut-être un partenaire, je vais consulter un entrepreneur, mais je vais aussi consulter genre ma blonde, ma famille, un ami que j'ai qui est méga intelligent. Ou, tu sais, fait que j'ai plus l'impression qu'avoir un point de vue divers va me permettre de m'éduquer sur quelque chose. Parce qu'au final, tu sais, on dirait que je ferais pas 100% confiance à juste quelqu'un qui a réussi dans le même milieu que moi. Parce que je crois que tout est différent. Tu sais, chacun a sa propre réalité puis tout. Fait que je suis plus fan de comme avoir une multitude de contenus puis les agréger moi-même puis me faire une tête autour de ça. Mais ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? Ben c'est drôle parce qu'on recherche justement une ou un cadre exécutif pour se joindre dans l'équipe, puis on travaille avec une firme de recrutement, puis ils nous ont demandé exactement ça. Puis là, j'étais comme, ben je sais pas, mais tu sais, vas-y Mathieu, ce serait quoi? Puis lui, il est comme, ben Frank, il est exigeant, puis il déteste l'incompétence. Genre, il est juste pas capable de ça. Fait que tu sais, il est vocal à propos de ces choses-là. Fait que je pense que ça peut être difficile, ça. D'un autre côté, je suis très franc avec ça. Fait que, je l'explique puis tout. Puis pour vrai, je pense que je suis très humain aussi puis empathique la manière que je l'amène. Fait que je suis pas genre, je suis vraiment pas en fait draconien puis raide puis etc. C'est juste que je veux, tu sais, j'aime pas la médiocrité. Ouais. Tu sais, genre, je veux qu'on fasse des choses qui sont pertinentes. Une affaire que je déteste puis que j'ai de la difficulté à être compatible avec ces gens-là, c'est le paraître, tu sais. Puis ça vient de mon PTSD avec les gros CV qu'on a engagés qui finalement étaient corrects, compétents, mais sans plus, tu sais. Je veux des gens qui sont capables d'act on it, là, walk the talk, de le faire plus rapidement, tu sais, move fast, break things. Je suis plus là-dedans, là, tu sais. OK. Tu veux-tu qu'on casse un verre? Ah, s'il te plaît. pourrait être intéressant. Peut-être qu'il pourrait avoir des views. Genre là, tu pourrais te lancer dans une autre ligne complètement de entertainment. Bienvenue sur Move Fast and Break Things. Tu peux juste casser des affaires. Ça se casse. Il y a tout à faire, là. Je veux pas qu'on oublie de parler de EOS, qui est Entrepreneurship Organizational System. Ouf! Hey, c'est drôle, c'est organizational. C'est pas Operations System. EOS, exact. Fait que moi, je te dis offline, la gang de NextApp m'en ont parlé un peu. La gang de Third Bridge m'en ont parlé. Toi, quand est-ce que ce quadriciel-là ou ce modèle d'organisation de ta compagnie-là arrive dans ta vie, puis qu'est-ce que ça change? Ouais, c'est janvier cette année. C'est super récent. C'est bon, OK. Mathieu qui est fan de développement personnel, de coach, d'affaires de même. Moi, je suis pas tant fan de ça, tu sais. Puis j'ai souvent été déçu par ces trucs-là de... Le mot coach me fait peur, là, tu sais, entre guillemets, tu sais. Puis là, il est comment? On devrait arriver à un moment où est-ce qu'on devrait avoir un framework pour prendre des décisions. Est-ce que je suis comme, ouais, c'est vrai, mais est-ce que overkill? Ouais, c'est ça, tu sais. Puis finalement, j'ai rencontré, tu sais, Hugo, qui est notre intégrateur iOS encore aujourd'hui, qui m'a parlé de ce modèle-là. Personnellement, tu sais, je recommanderais à n'importe quel business à un scale
existant. Là. Tu débutes pas avec ça, là, définitivement. Okay. Nous, on l'a fait à notre 6e année à peu près. Fait que, d'utiliser un modèle comme ça. Est-ce que c'est EOS? Est-ce que c'en est un autre? Vulgarise en 2-3 lignes, c'est quoi pour le monde qui connaît Parfait. pas ça. EOS, c'est une méthode de gestion. Fait que, essentiellement, c'est une manière de prendre des décisions qui sont basées sur ce que tu veux faire à long terme. Okay. Puis ce que j'aime particulièrement de EOS, c'est l'esprit de cohérence qu'il va avoir au travers de ça. Okay. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas cohérent. Puis on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas pris le temps de dire où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi nos vraies valeurs fondamentales, genre humaines, qu'est-ce qu'on veut être pour la société, puis d'être capable de s'imager là. C'est extrêmement difficile comme exercice de faire ça. Fait que souvent, peut-être par paresse mentale, on va pas là. Puis c'est pour ça que je dis que c'est pas adapté à, selon moi, une jeune business. Parce que là, c'est fair de pas le savoir. Tu devrais pas tant que ça le savoir. Nice. Mais au niveau où est-ce qu'on est rendu, où est-ce que, tu sais, là, on est une vraie business, là, ça aurait du sens qu'on se donne une vraie direction, mais pour ça donner, il faut qu'on parte sur nous, sur qu'est-ce qu'on veut. J'ai trouvé la méthode vraiment, vraiment intéressante. Définir des rôles avant de crafter un rôle autour des gens que tu as autour de toi. C'est difficile à faire, ça. Puis ça a fait en sorte qu'il y a eu des gros changements dans la... C'est comme construire puis designer la chaise avant d'asseoir une paire de fesses dedans. Exact. Exact. De quoi tu veux que la chaise ait l'air, tu sais. Puis c'est dire... Parce que là, tu sais, on a tous des biais, là. OK, mais je dis n'importe quoi. X personne fait telle affaire, ben là, on va designer un rôle pour cette personne-là. Mais ça, c'est pas cohérent. Tu sais, si après ça, tu as des attentes avec... Tu sais, tu devrais définir qu'est-ce que tu veux que le rôle fasse. C'est quoi la fonction clé la plus importante de la business? Puis c'est quoi les rôles et responsabilités de cette chose-là? Puis après ça, est-ce qu'on a quelqu'un dans l'organisation qui peut fitter avec ça? Est-ce que la personne, elle comprend pourquoi c'est important? Est-ce qu'elle veut faire ça? Puis est-ce qu'elle est capable de le faire? Puis il y a même une des 2 premières journées de cette affaire-là, c'est un express feedback review là, entre tes fondateurs et execs là, qui est difficile. Là. C'est comme ça, je pense pas que tu get it, tu sais. Tu comprends pas pourquoi ou c'est quoi la vraie vision du succès de ce rôle-là, tu sais. Ça, tu veux faire ça, mais t'es capable ou t'es pas capable, etc. Puis là, tu sais, on a juste redéfini au complet. Tu sais, au début, tu définis c'est quoi les grandes cases, les grandes sections de la business. Puis après ça, tu définis, tu sais, chacun, OK, moi, je veux candidater pour être ce responsable-là. Mais c'est pas tout le monde qui a fait la cote, tu sais. Puis je pense que c'est sain, puis au final, ça t'amène à être cohérent sur qu'est-ce qu'on s'attend de toi quand on te donne une responsabilité. Puis maintenant, même au niveau, n'importe qui dans la business a une case avec des rôles, des responsabilités. Ils se font évaluer est-ce qu'ils get it, est-ce que they want it, puis are they capable of it. Fait que tu comprends-tu? Est-ce que tu veux le faire? Tu veux le faire, puis est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu es capable? Exact. Est-ce que tu es capable? Ouais. Puis, tu as mentionné Hugo, intégrateur EOS. Ça veut-tu dire que c'est un modèle qui est quand même chargé d'une certaine complexité ou est-ce que tu peux pas juste faire un Notion puis tout le monde comprend puis ça s'implémente comment? C'est un peu abstrait pour moi. Ben, honnêtement, tu peux lire les livres puis le faire toi-même. Mais je recommanderais pas ça si tu as la capacité de pas le faire parce que dans le livre, tu te donnes une manière, puis là, tu réalises que tu peux le modeler à ta réalité puis à tes affaires à toi. Fait que l'intégrateur va te permettre de faire ça. Fait que c'est Gino, je sais plus quoi. Traction, c'est quoi son nom? T'as raison, c'est Gino. C'est écrit Traction, Gino. Ouais, exact. Oui, c'est fait. Exact. Fait que, tu sais, ces livres-là, pour moi, sont super bénéfiques. Puis après ça, iOS, mais tu sais, je sais qu'il y a Scaling Up. T'en as sûrement 100 là, des modèles comme ça. Honnêtement, je recommanderais d'en faire un. À peu près, peu importe lequel c'est. C'est sûr que tu sais, j'ai un biais naturel pour iOS, mais je suis certain que la plupart de ces modèles-là vont te permettre de prendre des décisions plus éclairées. Puis nous, ça fait en sorte que nos meetings sont plus efficaces dans toute la business. On est capable de comme vraiment focus sur les enjeux les plus importants par département ou pour la business, puis on résout des choses. C'est défini, c'est ça, genre? Okay. Non, mais c'est genre cadré aux 5 minutes, là, cette affaire-là. C'est ça l'affaire aussi. C'est un peu... C'est intense. Ouais, c'est un peu intense. Ouais. Puis, mais toi, je veux dire, là, vous avez implémenté ça. Là, tu trouves que la business roule mieux, les bénéfices? Ouais, c'est quoi les bénéfices? Ouais. Premièrement, on se connaît, on est aware de qui on est. Fait qu'on n'a jamais eu de valeurs. On en a déjà eu, mais ça voulait absolument rien dire. Là, nos valeurs, comme les gens en parlent, là. Ils sont comme ça c'est ownership, genre. Ça, c'est, je sais pas, good vibes. Ça, c'est no bullshit. T'sais, on a des valeurs comme ça qui nous sont vraiment propres pour vrai, qu'on a définies, qu'on a pris le temps d'asseoir, etc. avec ça. Fait qu'on sait où est-ce qu'on va puis qui on est. La deuxième affaire, c'est
on est plus efficace. Okay. Les responsabilités qu'on se donne, les projets qu'on accepte ou qu'on refuse, c'est en fonction des vraies priorités qu'on a pour la business, par corps, par année, mais par année dépend du 3 ans, 3 ans dépend du 10 ans. T'sais, c'est tout ça. Là. C'est des boîtes dans des boîtes. Là. Ta grosse Très boîte, cool. puis après ça, tu réduis. Fait que ouais, ça donne une cohérence, puis c'est juste comme plus clair pour tout le monde. Je pense vraiment que ça aide beaucoup l'équipe. Genre, quand t'es employé... Si tu es dans une employée où est-ce que la business est désorganisée, elle change tout le temps de priorité, puis c'est pas super expliqué pourquoi, puis qu'est-ce qu'on attend de toi, c'est quand même un recipe for disaster, puis c'est facile à ce que ça arrive. C'est que pour que ça fonctionne at scale, il te faut genre des triple A joueurs tout le temps qui sont méga à l'aise dans l'ambiguïté, puis qui peuvent lire à travers les lignes, prendre des shots eux-mêmes. Genre, n'importe quelle structure, quand elle grossit un minimum, nécessite une forme de... N'importe quelle organisation qui grossit un minimum nécessite un minimum de structure, de cadre, de voici les règles du jeu, voici comment on avance, voici qui fait quoi. À la limite, tu prends l'exemple de l'armée, là, pour ça, il faut qu'il y ait genre un minimum de causes, là, comme tu disais. Puis de... Mais c'est clair que la densité de talent que tu as besoin au départ, ben, est difficile à maintenir plus tu grossis. Sauf que même aujourd'hui, même ayant cette structure-là puis tout, j'ai l'impression qu'iOS m'aide à obtenir une densité de talent réelle parce que non seulement ça, c'est vraiment bien dit. J'ai des outils pour définir est-ce que la personne c'est un bon fit pour notre culture puisque je la connais, puis je suis capable de l'écrire puis de valider avec des questions simples est-ce que tu es un fit culture fit avec nous. Puis de l'autre bord, j'ai une vraie rôle responsable. Tu sais, quand même, j'ai l'impression que ça m'aide aussi à avoir une meilleure densité d'avoir iOS, même si on est plus gros puis plus structuré. Là. J'aime ça, la densité de talent en fonction du lifetime de ta compagnie. Je vais essayer de m'en rappeler. Ben, t'as parlé d'embauche, parlons-en un peu plus, man. De façon générale, j'aime juste ça prendre le pouls avec les entrepreneurs sur s'ils trouvent ça facile, difficile, in-between, d'embaucher puis de garder du bon monde. Garder, nous, ça va très bien. Ouais. Je pense que dans les 2 dernières années, on a eu 2 départs, dont un que c'est parce qu'il est devenu un gamer professionnel. Ce qui est comme... I mean, more power. C'était comme, let's go, vas-y, man. Quoi qui game, juste pour le fun? Deadlock? Ok, je connais pas ça. Moi non plus. C'est peut-être mal prononcé, mais non, je pense que c'est Deadlock. J'aimerais ça Charlotte son gamer tag, mais je m'en rappelle plus. Bref. Fait que tu sais, on n'a pas beaucoup de départs. Mais est-ce qu'embaucher c'est facile? Je pense que non. Je pense que c'est un défi. Pas avoir des candidats, des candidates, avoir les bonnes personnes, surtout au bon rôle. Tu sais, c'est tout le temps la combinaison. Est-ce que c'est la bonne personne au bon rôle au bon moment? Ben, l'amalgame des 3, là, c'est souvent facile d'en avoir 1 ou 2 sur 3, mais l'avoir les 3, faut que tu aies confiance en le processus. Des fois, souvent, je me revois au début, puis OK, là, j'ai quelqu'un qui coche 2 sur 3 des cases. Ben, cette personne-là, je vais la prendre puis je vais tenter. Mais la réalité, c'est que ça vaut plus la peine d'être patient pour ces choses-là. Je dirais principalement, encore plus au début, là, vraiment. Surtout si c'est la bonne personne à la bonne position au bon moment. Ouais, au bon moment. C'est ça? Pour elle et pour moi. Ouais. Fait que est-ce que elle, dans sa vie, cette personne-là, est-ce que c'est le bon moment de changer? Donc, est-ce que c'est la bonne motivation qu'elle a d'aller ailleurs? Est-ce que elle a suffisamment de bagages pour faire les choses qu'on s'attend d'elle? Puis je pense que c'est comme... C'est 3 choses, puis même c'est quelque chose que je dis exactement comme ça en entrevue, c'est comme, tu sais, ça c'est les 3 choses que je veux valider avec toi, tu sais. Puis là, on va discuter autour de ça pendant l'entrevue, tout ça. J'ai l'impression que trouver des candidates facile. Trouver des bonnes personnes, c'est accessible. Tu sais, là, je te parlais, je sais pas si c'était avant, mais on recherche des cadres en ce moment. Ouais, pourquoi vous faites affaire à l'externe? Pour trouver ce cadre-là? C'est la première fois qu'on fait ça. OK. Je suis pas déçu, pantoute, pour vrai. Ah ouais? Je m'attendais à l'être. Mais c'est facile niche, les subventions. Pour vrai, il n'y a pas grand monde qui est sur le marché de l'emploi, qui est dans ce domaine-là, qui connaît l'écosystème, tout ça. OK. Qui est en recherche active. Là, la plupart sont ailleurs, sont dans des places. Top business. Ouais, exact. Fait que là, il faut poacher du monde, puis on n'a jamais poacher du monde, tu sais. C'est intéressant. Fait que on n'a pas la force de recrutement, tu sais, c'est moi qui fais du recrutement. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas le temps d'aller DM du monde sur LinkedIn, etc. Ces profils-là, c'est comme des high tickets, un peu candidature qu'il faudrait que tu nurtures c'est ça. Beaucoup de temps, fait que là, tu l'as offloadé. Exact. Puis, tu sais, c'était une expérience aussi qu'on faisait de voir est-ce que ça a du sens pour ce type de cadre-là. Toutes les autres postes, essentiellement, c'est des postings qu'on fait, puis on a des applicants, puis là, on passe des entrevues, puis c'est ça. Parce que vous devez avoir un bon following, un bon réseau avec
toutes les entreprises Oui, mais tu sais, on les poste juste sur LinkedIn. Je sais pas pourquoi on a autant de candidatures, là, mais on met de l'argent sur LinkedIn, mais pas énormément. Fait que, ouais, puis tu sais, je suis lazy un peu là, dans mon approche de recrutement. Là, tu sais, je vais poster ça, je vais le laisser, je vais y aller une fois aux 3-4 jours, je vais scanner des CV, je vais tout leur envoyer mon lien de meeting, là, je vais faire 15 minutes avec eux. Après ça, là, on va, tu sais, moi puis la gestionnaire, mettons, d'équipe de sub, en ce moment, Julie, tu sais, là, on va faire les entrevues avec ces personnes-là. Après ça, on fait un case. Il y a une couple d'affaires, mais ouais, c'est pas très difficile de trouver du bon monde. C'est juste, honnêtement, la pression, on se la donne pas assez comme entrepreneur à dire qu'est-ce que je m'attends de cette personne-là? Comment est-ce que je vais vraiment être capable de l'évaluer? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Genre, c'est quoi la définition du succès dans son rôle? Puis ça vaut la peine, avant de poster quelque chose, puis là, c'est ça qui m'a aussi aidé, c'est que là, j'ai comme, OK, avant de le poster, il faut que je fasse sa case. Il faut que je dise c'est quoi son rôle, ses responsabilités, c'est quoi ses KPI, puis etc. Puis est-ce que ça a du sens? Si oui, ben là, on part en recrutement. T'sais. C'est très cool. Joël, après que ma première employée et ma seule, temps plein, après que je l'ai engagée, elle m'avait posé 2 questions. C'était genre, la première, c'était qu'est-ce qui fait que dans 3 mois, j'ai encore ma job? Puis, je me rappelle plus c'était quoi l'autre, genre, tu sais, elle m'a basically dit, tu sais, détermine-moi là les critères de succès. Puis j'étais comme, c'est vrai, man, j'ai pas pris le temps de faire ça, tu sais. Puis c'est cool que tu aies un modèle comme référence. Puis ça semble, en tout cas, n'importe quoi qui permet de prendre des meilleures décisions plus rapidement, c'est cool. Parce que, genre, c'est ton highest leverage comme fondateur, comme entrepreneur, c'est les décisions que tu prends. Fait que si t'as quelque chose qui t'aide à en prendre plus, des meilleurs, plus vite, 100%. Quel ratio ou genre quelle quantité de ressources tu déploies en marketing puis en vente dans Hello Darwin en ce moment? Ça ressemble à quoi ça vite, mettons? Ça va fluctuer dans le temps. Je te dirais qu'au début du service de subvention, beaucoup en marketing en vente. Maintenant, moins. Définitivement moins en vente, plus en marketing. Ça ressemble à quoi ton marketing? Pour vrai, des webinaires. Ouais, ça marche. Puis c'est fou parce que les webinaires, moi, j'étais comme, c'est mort, man, il n'y a plus rien à faire avec ça. Mais maintenant, on fait des webinaires parce qu'on a une équipe de studio qui vient au bureau. Le setup est malade. Genre, le visuel est hot. On a des invités de qualité. Tout l'événement est vraiment sick, là, selon moi. Fait qu'on fait ça. On travaille beaucoup avec nos réseaux de partenaires qui vont nous envoyer leurs clients. T'sais, tout le monde veut subventionner ses propres services. Là, fait que nous, on va faire ça pour toi. Là, t'sais. Fait qu'on a comme une offre qui est intéressante aussi au niveau du partenaire puis du partenariat. On fait beaucoup de collaborations avec RBC, qui est notre qu'on est partenaire avec eux. C'est le contenu marketing, c'est du inbound. Fait que ça c'est la partie, mettons, sales marketing qu'on appelle. Fait que genre, on fait du contenu interactif, entre guillemets, on travaille avec des partenaires. L'autre partie, c'est vraiment marketing web. Fait qu'on a une grosse stratégie SEO. On a des répertoires, meilleure agence, Shopify plus à X place. On a subvention en innovation en Ontario. Fait que du programmatique, beaucoup. Ouais, beaucoup, parce que nous, tout sur l'app a une page profil. Fait qu'on va, on va agréger ces profils-là, on va faire des reports avec ça, puis c'est ça qu'on va display. Fait que, fait que ouais, beaucoup de ça. Là. Fait que sur le staff que tu as mentionné, vous étiez roughly une 50aine, mettons, il y a combien de personnes qui sont dédiées au marketing et à la vente? Quand même beaucoup. 12. OK. Ouais. Puis le reste tombe dans genre gestion, product, puis après ça, sûrement genre succès client. Ouais, exact. Puis engineers, tu en as à peu près ça, 10? Exact. Fait que mettons, dev, design, c'est peut-être un 8. OK. Après ça, tout ce qui est gestion de compte, support à la subvention, transformation numérique, là, c'est pas mal le reste. C'est ça, c'est la partie service, finalement, qui est quand même chunky parce que ça se scale juste avec des humains, pas juste avec du code. Exact. C'est très cool, man. On va aller vers notre closing, dude. Y a-tu une erreur top of mind que tu veux partager? Une erreur que tu as faite dans ton parcours entrepreneurial, soit juste pour rassurer les autres, genre, vous n'êtes pas tout seul, ou leur éviter de faire ça? Ouais. J'ai parlé de la vanité, j'ai le goût de revenir sur ce thème-là parce que c'est quelque chose qui est difficile à voir quand tu es dedans. OK.
mais qui vaut la peine de se poser. Tu sais, quand tu es en train de prendre des grandes décisions pour ta business, c'est quoi les vraies motivations intrinsèques? Tu sais, pourquoi tu fais ça, sérieusement? Tu sais? Puis, OK, pourquoi je le fais une fois, 2 fois, pourquoi je fais ça? Tu sais, 5 pourquoi, là, tu sais, Start with Why, là, toutes ces affaires-là, là, c'est vrai, tu sais. Ça vaut la peine de se faire une introspection sur c'est quoi ses vraies motivations. Puis souvent, juste parce que on est dans l'action, on est trop lazy, je sais pas, on veut pas le faire. Si je l'avais fait, ça m'aurait probablement amené sur c'est pas les bonnes raisons, tu sais, pourquoi on est en train, mettons, de lever du cash ou d'ailleurs du monde. Dude, ça résonne beaucoup avec moi. Puis une affaire, un clou sur lequel j'arrête pas de taper sur le pod, puis dans mes discussions offline, c'est connaissance de soi. La meilleure manière de faire des home runs, puis d'avoir du succès, puis de générer de la richesse pour toi et les autres, c'est de te connaître, puis savoir comment tu vas jouer dans différents paramètres, mettons, de marché ou de jeu, whatever. Puis moi, ça a été long avant que je me connaisse. Puis à ça, je me connais. Ça a coûté des dizaines de milliers de dollars en thérapie aussi. Mais à ce temps, je me connais assez que d'autres que je le sais que quand je me lance dans une track, je sais genre si je vais être motivé ou pas, puis pourquoi. Genre, fait que parce que t'es aware. Non, oui. Puis tu sais aussi dans quoi tu sucks. Puis ça, c'est juste un genre de skill de base d'entrepreneur, de genre dans quoi je suis pas bon. OK, comment identifier le monde qui sont bons là-dedans. Après ça, comment les séduire, leur raconter des assez cool histoires pour qu'ils viennent avec toi le faire. Puis tu sais, connaissance de soi, ça revient beaucoup, beaucoup. Puis motivation intrinsèque, c'est... En tout cas, j'en ai parlé dans une des newsletters de Ça se passe récemment. C'est méga, méga important. Tu fais-tu de l'évitement ou tu fais de la motivation d'évitement ou de la motivation d'approche? Tu prends cette décision-là parce que tu veux t'enlever de trucs négatifs ou te rapprocher de trucs positifs? Puis pour bouger le plus vite, faut que tu aies les deux, idéalement. Ouais, exact. Right? Parce que si c'est juste un nanane, mais que tu souffres pas en ce moment, tu vas peut-être pas clutcher. Si il y a un gros nanane, puis il y a un gros problème, un feu au cul que tu veux t'en aller, man, tu vas flyer là, tu sais. J'aime ça, ouais. Fait que, anyway, je trouve ça vraiment nice que tu le ramènes sur la table. Puis je pense que ça vient avec la maturité aussi. Là. Ouais, c'est ça que je me me jeune, dis. tu te casses la tête, les dents, man, c'est des mains, t'essayes, t'es drivé par tout plein d'influences. Puis faut que tu crunches à travers genre des erreurs, des itérations de toi, puis de tes business. Puis là, à un moment donné, tu fais comme... OK, ouais, je suis de même. Ouais, exact. Voici qui je suis. Puis après ça, c'est une question d'être authentique à ça, de garder ça, puis de continuer à l'entretenir, puis tout. Mais je suis tellement d'accord, être self-aware, c'est genre, si je pouvais avoir fait ça plus tôt, ça m'aurait vraiment aidé. Là. Très cool, dude. Tu vois la business ou le produit / service dans 5 ans, maintenant? Définitivement continuer avec les sphères où est-ce qu'on est capable d'accompagner nos clients plus longtemps comme ce qu'on a. Fait que pas changer notre offre de service, probablement pas l'augmenter. Être capable par contre d'avoir une utilité vraiment produit aux subventions. Fait en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui utilisent nos outils, mais ils sont gratuits, ils sont pas monétisables, etc. Ou est-ce qu'ils vont chercher des subs, mais on aimerait être capable d'en faire beaucoup plus de ce côté-là. Puis là, il y aurait beaucoup de scale potentiel. Fait que, tu sais, on veut définitivement garder le service, continuer à le grandir, tu sais, dans notre ICP, tout ça, mais surtout développer une offre, tu sais, freemium ou produit, qui là, justement, on revient sur la dualité, là, on connaît vraiment notre marché, là, quand on est rendu à le faire. Fait que j'ai beaucoup plus de confiance, entre guillemets, sur... Hey man, le dataset que tu as en ce moment, fait que t'as toute la data publique que tu as tout à agréger dans tout ton répertoire de toutes les subs, plus toute ta data propriétaire de qui ressemble à quoi, qui a appliqué pourquoi, ça a-tu marché, comment. D'autres, si t'es capable de genre merger ça, puis genre, il y aurait de quoi, il y a un play... Ben, on s'en va là, puis tu sais, tout est bâti pour ça en ce moment. Fait que tu sais, c'est ça aussi que j'aime, c'est que même si on n'est pas encore là, on accumule tout la matière brute que tu vas pouvoir genre piquer de la valeur dedans après. C'est fucking fait que c'est pas mal ça, ce qu'on va. Shameless plugs. On l'a fait un peu, les webinaires qui parlent de sub. Sinon, tu es à l'aise que le monde, s'ils ont des questions sur ton histoire, sur votre business, sur la plateforme. Qui m'écrivent sur LinkedIn. LinkedIn, t'es à l'aise? Ben oui. C'est Francis Desrochers. Exact. Sur LinkedIn. Ouais. Écoute, mon gars, as-tu des closing thoughts? Non, c'était vraiment nice de parler avec toi, Frank. Merci. C'est réciproque, man. J'ai trippé en esti. Je suis très content de t'avoir call d'email. Yes, man. Solide ROI. Yes, exact. Cheers. Salut. What's up, folks? Donc, comme vous savez, je parle avec des centaines de professionnels SaaS par année. Puis chaque semaine, maintenant, j'écris sur un thème clé qui m'excite ou qui me trigger. L'infolette, ça se passe, c'est le recul hebdo pour prendre les meilleures décisions côté compagnie ou carrière. Management, produits, commercialisation, je couvre tout ça et plus avec des histoires vraies puis des exemples concrets. Tu peux t'abonner sur notre homepage, il y a un pop-up, ou directement au saspace.beehive.com
ou rentre ça dans Google. Alright? Cheers! Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com. Il y a l'onglet infolettre. Puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là, encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers.